L'humanité traversait une crise épique, attaquée par tout ce qu'on peut imaginer. Des monstres, oui, des monstres, des zombies et des démons. Mon Dieu, c'était l'apocalypse, et on aurait dit que c'était la fin. Mais, à ce moment-là, il y avait un héros. Oui, un héros debout. Il essayait de lutter contre l'un des ennemis les plus puissants, et malgré tout, il était déterminé jusqu'à la fin. Cependant, sans crier gare, il tomba. Et qui était ce type? C'était Elsa, le padachim le plus puissant de l'Empire. Il a dit que cela était attendu, c'était un chevalier venant tout droit de l'enfer, le chevalier noir. Puis, tout à coup, le casque du chevalier noir se brisa et révéla son véritable visage. Son vrai visage, c'était la première fois qu'il voyait le monde à nouveau avec ses propres yeux. Mon Dieu! Et à ce moment-là, le mandataire de tout cela a dit qu'il avait finalement réussi à mettre fin à cet empire maudit. Il se souvint d'un dicton, tu sais, celui qui dit « Plus on attend, plus douce est la vengeance ». Eh bien, il a enfin pu exécuter le plan qu'il avait conçu il y a 1000 ans. Imagine sa joie à cet instant. C'est le grand architecte Dorgo. Il était en train de discuter avec Howard Delight, un empereur d'Hélio. Il s'est demandé comment Dorgo avait pu massacrer tout son peuple, pauvre misérable. Alors Dorgo a demandé s'il n'était pas temps de mettre fin à ce blabla. Il était temps d'aller à la couronne. Howard était confus. Qu'est-ce que c'est que ça? Dorgo expliqua qu'il avait unifié tout le continent pour la première fois dans l'histoire. C'était un empire, mais cela reste un peu exagéré. Dorgo se tourna alors vers ses sujets, les rois démoniaques, reconnaissant qu'ils avaient tous fait un excellent travail. Et bien sûr, le chevalier de la mort devait maintenant lui apporter la couronne impériale. Celui qui la portait n'était autre que le chevalier de la mort lui-même. À mesure que la couronne s'approchait, Dorgo devenait de plus en plus excité. Il commenta que le chevalier de la mort avait joué un rôle fondamental dans toute cette guerre et se demanda comment le récompenser. Mais le chevalier rétorqua que c'était une question idiote. Le chevalier de la mort est son esclave. Il n'y a pas d'honneur plus grand que de lui servir. Pourtant, à ce moment-là, le chevalier de la mort lança la couronne impériale en l'air et, d'un coup de sa lame, la découpa en morceaux. Dorgo se protégea avec de la magie, tandis que les autres rois démoniaques apparaissaient pour le protéger également. Dorgo, perplexe, demanda ce que c'était et se demanda comment il avait pu être blessé par ce type. Il avait une défense magique. De plus, il n'avait jamais donné cet ordre. Mais le chevalier de la mort rétorqua alors « Enfin, je me déplace ». Dorgo s'interrogea sur ce dont il parlait et s'assura d'effacer complètement sa conscience. Le chevalier confirma que cela semblait ainsi, mais en réalité, il n'avait jamais disparu. Il avait tout observé, piégé dans son propre corps. Dorgo admit que, en effet, il a été sa plus grande œuvre grâce à ses réalisations. Il a demandé s'il le laisserait se révéler au moins une fois, bien sûr, avant de reprendre le contrôle. À ce moment-là, tous les autres rois démoniaques se sont jetés sur lui d'un seul coup. Tous ont été tués, et Dorgo, incrédule, s'est demandé comment ils avaient tous été vaincus de cette manière. Alors, il a ressuscité tous les morts sur le champ de bataille, créant une armée de zombies géants. Mais le chevalier de la mort a simplement ordonné d'arrêter, il a demandé à tous de se rendre. À cet instant, tous les zombies ont été anéantis. Dorgo pensait que ce n'était pas possible. Il avait créé un monstre aussi puissant qu'un dieu. Il a dit au chevalier qu'il savait qu'il devait être furieux. Il comprenait vraiment, car il s'était déjà senti comme ça lui aussi. Mais il pensait que le chevalier n'avait pas encore gagné. Même si ce corps était détruit, il ne ferait que passer dans un autre réceptacle. Alors, il allait reprendre le contrôle du chevalier de la mort. Mais ce dernier était piégé dans son propre corps depuis toutes ces années. Le chevalier de la mort pouvait dire que tout ce qu'il avait pensé pendant ce temps-là, c'était des façons de tuer l'Arclite. Alors, il a préparé son pouvoir et a révélé qu'il avait créé une technique de l'épée qui allait même trancher son âme. Dorgo pensait que c'était dangereux, mais ne savait pas qu'une telle technique existait. Sans le temps de réagir, Dorgo a été coupé en deux, corps et âme. Après le coup, il était soulagé d'être entier. Il a dit qu'une technique comme ça n'existait pas, mais la seconde suivante, il a littéralement vomi son âme maléfique. Après avoir dispersé toute l'énergie démoniaque qu'il avait en lui, l'architecte Dorgo a explosé et est mort. Lorsque son crâne est tombé sur le champ de bataille, le chevalier de la mort l'a renvoyé en enfer et a écrasé le crâne du Power, qui, étourdi, a demandé ce qui se passait. Alors, en un instant, le chevalier est tombé à genoux et a déclaré que tout cela était fini, mais qu'il restait une dernière chose à faire. Il devait s'excuser. Mais le seul moyen de retrouver sa famille était dans la mort. Alors, il a mis fin à ses jours. Bientôt, le chevalier s'est réveillé, ayant apparemment entendu la voix de Louise. Il pensait qu'il verrait au moins elle avant d'aller en enfer, mais il s'est demandé « Pourquoi es-tu si jeune ?» Il a demandé s'il essayait d'être poli avant que son père ne découvre ce qu'il avait fait. Louise a assuré que tout allait bien, il pouvait compter sur sa grande sœur, mais a averti qu'il allait pleuvoir, donc il devrait entrer. Elle s'est mise à courir vers la maison, mais Dorgo était sûr d'avoir détruit cette mansarde de ses propres mains. Il se demandait si tout cela était un rêve ou si tout ce qui s'était passé n'était qu'un rêve. Bientôt, il découvrirait. Puis il a pris un petit bâton et a dit qu'il servirait, utilisant sa technique d'escrime sur la pierre avec le bâton.
Il a dit que c'était de la folie, et à la seconde suivante, la pierre a été pulvérisée par son coup de bâton. Dorgo a presque craqué, c'était impossible. Quand il a commencé à pleuvoir, il a réalisé que ce n'était pas un rêve. Il était vraiment revenu dans le passé. Tout le monde a commencé à expliquer que Dorgo avait un talent spécial, un talent pour ternir l'honneur de sa propre famille. Il se souvenait de son père commentant qu'il était devenu complètement fou, non seulement pour avoir déclenché une bagarre au bar, mais aussi après avoir bu. Son père avait demandé s'il voulait encore entacher l'honneur de la famille, déjà moqué. La vérité, c'est qu'il avait toujours blessé tout le monde sur son passage. C'était son héritage. Puis la mère de notre héros a eu des doutes et a demandé pourquoi il avait pris tout cet argent, l'argent de la terre familiale. Mais la vérité, c'est que Damio avait un talent. Il avait réussi à perdre tous les biens de la famille et à cause de ce talent, avait été exilé de sa famille. Mais au moins Luisa et sa sœur aînée lui avaient donné de l'argent avant de partir, même si tout avait été ruiné par lui. Ce jour-là, notre héros a couru et a finalement échappé à sa famille. Il a compris que c'était la culpabilité et la honte pour la première fois. Mais ensuite, le fou est revenu dans le passé. Avant de mourir, il a dit qu'il devait s'excuser auprès de la famille, peu importe quoi. Il a réussi à revenir au passé. Peut-être que c'était un miracle divin. En regardant en arrière, il a pensé que c'était peut-être cela qui lui avait permis d'utiliser cette technique qui est l'onde de choc. Cette technique amplifie l'impact de n'importe quel coup. Plusieurs fois, il avait obtenu cette capacité après avoir tué un chevalier nommé Destructeur de murailles de château, jusqu'à ce que quelqu'un apparaisse en appelant le jeune maître Damio. Il se souvenait que ce gars-là était le serviteur de la famille. Genre, il ne se rappelait pas de son nom, mais a demandé si c'était Vitor. Vitor a confirmé et a même dit que le patriarche était absolument furieux contre lui. Alors Damio a demandé ce qu'il avait fait cette fois. Vitor n'avait aucune idée de ce qui avait pu se passer. En rentrant chez lui, son père avait déjà commencé à crier. C'était dans le vicomté de Raxen, où le père de Damio, en plus de tout, avait déjà essayé de lui enfoncer une épée dans la gorge, demandant s'il était devenu fou. Ensuite, il a causé une commotion ivre dans un bar et a été expulsé. Sauf que la mère et la sœur de Damio retenaient en son père, qui, bien sûr, était totalement en colère. Il a rapidement pensé que plus il agissait, plus il finirait par détruire la famille. Alors Damio s'est demandé s'il voulait vraiment entacher l'honneur de la famille. Les deux ont demandé s'ils prévoyaient de tuer Damio. Elles ont dit que leur père devenait fou, mais Damio, bien sûr, pensait que cela faisait longtemps qu'il n'avait pas reçu une telle réprimande. Les nombreuses réprimandes de sa mère et de sa sœur. Ils étaient Paul Osborne Rexon, Merilda Rexon et Luisa Rexon. Et Damien a ressenti un tel manque que ça l'a même fait pleurer. Les trois autres, alors, s'ils pleuraient, ont dit que son père devait vraiment y être allé fort cette fois. Alors Paul a demandé quelles excuses il avait cette fois, mais Damien a déclaré qu'il n'en avait aucune. Paul, avec ce ton qui lui est propre, a dit aucune, et s'est demandé ce qu'il allait faire cette fois. Puis il a demandé à Damien s'il n'allait pas se défendre comme d'habitude, d'une manière assez pathétique, tu vois. Et Damien a admis qu'il savait cela, mais entendre ça fait mal, tu sais. Il reconnaissait qu'il avait terni l'honneur du vicomté de Rexon. C'était entièrement de sa faute. Il n'y a pas d'excuse possible. Les gens ont dit que ce n'était pas grave, mais qu'ils ne laisseraient pas passer ça cette fois. Et Damien a déclaré qu'il allait s'occuper de ça. Il voulait réparer les erreurs qu'il avait commises, sinon il pourrait être sévèrement puni à son retour. Mais ces trois-là étaient assez suspicieux, ils ne comprenaient pas vraiment Damien. Alors Paul a demandé s'il s'était frappé la tête sur le bateau. Plus tard, dans la ville marchande de Landwar, Damien était là avec Victor. Victor était terrifié. Il a demandé si Damien allait vraiment là-bas. Il y a des rumeurs selon lesquelles le syndicat soutient les gens et il s'inquiète que quelque chose de mauvais arrive. Damien a déjà dit, si tu es si effrayé, tu peux rentrer chez toi. Victor a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. En gros, Damien y va, comment pourrait-il abandonner le gars? Mais Damien a dit de ne pas s'inquiéter. Il allait juste s'excuser auprès du propriétaire et paierait pour ce qu'il avait cassé. Victor a pensé que ce serait bien si ça marchait, mais bien sûr, peut-être que ça ne marcherait pas. Et Damien y allant, il ne savait pas comment, il est rentré chez lui. Peut-être que Dieu lui a donné une seconde chance, et cette fois, il ne veut pas blesser sa famille. Il ne veut pas utiliser ce maudit talent qui détruit sa propre famille. Alors, quand il s'est présenté devant les gardes, il n'a pas été très bien accueilli. Ils avaient déjà prévenu que s'il montrait encore sa tête, il ne serait pas indulgent. Damien a pensé qu'il ne savait pas comment il se souvenait d'eux après tout ce temps, mais il lui semblait étrangement familier. Alors, Damien a dit qu'il voulait juste s'excuser pour ce qu'il avait fait la dernière fois. L'un d'eux a déjà éclaté de rire et l'autre a demandé s'il voulait vraiment s'excuser. Ils ont envoyé un message au chef, genre ça allait, ils ont dit que c'était assez inattendu. Ils ont entendu dire qu'il est le fils aîné d'une famille pourrie, mais il est même un peu meilleur que ce qu'il s'attendait. Un d'eux a dit avoir entendu dire que sa petite sœur est une beauté, et l'autre a demandé s'il y a quelque chose de bien dans cette famille. Alors le premier garde a dit que d'accord, il accepterait les excuses de Damien seulement s'il présentait la mignonne petite sœur. Mais tout à coup, Damien a pris le couteau de la main du premier gars. Il a dit que c'était si difficile. Il pensait pouvoir juste venir et s'excuser, mais tout le monde doit compliquer les choses. On dirait qu'il a sous-estimé les gens. Alors, d'un simple mouvement du couteau, il a tranché la main du premier garde. Il n'a pas compris ce
qui s'est passé. Mais lorsqu'il ressentit la douleur, il tomba au sol. Damien commenta alors qu'il allait montrer de quoi le fils aîné du vicomte Direction était capable. Pendant ce temps, Victor, dans l'allée, terrifié, pensa que Damien allait tout bien faire cette fois, mais bien sûr, il se trompait. À ce moment-là, d'autres personnes commencèrent à apparaître, disant qu'une bagarre était en cours. Mais un autre gars dit qu'il ne voulait pas voir ça, et le garde à cheveux longs demanda comment il utilisait ça. Il ne savait même pas qui ils étaient. Damien s'en fichait, il voulait juste finir son travail. Mais le garde dit que personne ne s'en tirait impunément en s'attaquant à eux, la Cobra Negra. À ce moment-là, Damien se rappela enfin de la Cobra Negra, une organisation criminelle qui s'étendait avec une grande influence sur Landwork, et c'était l'un des bars d'où il avait été expulsé juste pour avoir râlé sur la nourriture, qui, soit dit en passant, était vraiment mauvaise. Le fou avait souffert, il avait été tabassé par ces mêmes gars qui étaient là, et le pire, c'est qu'il l'avait frappé devant une foule qui ne faisait que regarder. C'était pour qu'il paye, tu vois. Maintenant que Damien s'était arrêté pour réfléchir, il réalisa qu'en fait, c'était lui qui aurait dû recevoir des excuses, pas le contraire. T'es fou. Et là, le garde, tout curieux, lui demanda pourquoi il souriait tant. Maintenant, le garde avait bien fait comprendre qu'il n'allait pas être clément juste parce qu'il était noble. Quand il se lança à l'attaque, la scène était la suivante. Damien avait à peine besoin de s'efforcer à esquiver. C'était plus facile que de prendre des bonbons à un enfant. Il plaça juste son pied devant et fit tomber le garde de face au sol, une chute sale. Damien s'approcha alors tranquillement et dit que, pour être honnête, il devrait le tuer. Mais lui, en bon samouraï, décida de résister à cette tentation, et tout ça pour le bien de sa famille. Et là, comme un coup chirurgical, il poignarda le garde à la jambe pour qu'il ne puisse plus se relever. Mais attends, il laissa le misérable vivant. C'est alors que, soudain, d'autres personnes apparurent. Elles avaient aussi l'air de mercenaires, et l'un d'eux demanda qui diable était ce gamin. Et là, ce qui semblait être le chef des gardes, se demanda s'il était d'une autre organisation, et demanda d'où il venait. Damien, avec calme, dit que non. Il était juste là pour s'excuser. Sauf qu'après, il se rendit compte qu'il aurait dû recevoir des excuses. Incroyable. Il demanda donc calmement à cet homme s'il pouvait le conduire jusqu'à lui. L'homme aux yeux bleus répondit qu'il n'avait aucune idée de quoi il parlait. Mais bon, honnêtement, il n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Le but était de dégager le gars de là par la force. Alors, l'homme envoya les 3 gardes sur Damien, pensant qu'ils étaient vraiment irritants. Puis, en un clin d'œil, Damien alla et neutralisa tous les gardes. C'était une attaque ultra rapide, les gens. N'utilisant que le couteau, il se déplaça plus vite qu'une flèche, et le chef des gardes, pauvre lui, était totalement choqué par ce que le gamin avait fait. Les 3 gardes étaient hors de combat, et Damien, un peu fatigué, a dit qu'il en avait assez de faire ça. Il était vraiment hors de forme. Il a demandé si le petit gars aux yeux bleus voulait continuer, et l'homme a répondu que non. Il s'est excusé, a dit qu'il allait effectivement présenter des excuses, mais n'est-ce pas que Damien s'est mis à courir derrière lui comme un chien errant? Peu après, le dernier a également été attrapé. Alors, plus tard, au bar, tout le monde était choqué par la scène. Ce garde de tout à l'heure avec un couteau sous la gorge, et Damien, honnêtement, qui avait peut-être été un peu trop loin. C'est pour cela qu'il aurait dû l'écouter depuis le début. Ensuite, d'un regard froid, il a simplement nettoyé le sang de son visage. Cela a fait que tout le monde s'est sauvé du bar, de peur de mourir aussi. Et Damien a pensé qu'il n'y avait plus d'obstacles sur son chemin, jusqu'à ce que le propriétaire du bar, Anderson Ron, apparaisse enfin et pose immédiatement la question. Où était un des gardes? Damien, avec un certain aplomb, a répondu que s'il parlait des gardes qui étaient dehors, il s'en était déjà occupé. Anderson a commencé à se demander si ce gamin avait véritablement vaincu les membres de la Cobra Noire et a demandé qui diable il était et pourquoi il était en train de déranger ses affaires. Damien s'est présenté comme appartenant à la famille Ashing du Visconti et a clairement indiqué qu'il n'était pas là pour provoquer des problèmes. En fait, il voulait juste obtenir des excuses de la part d'Anderson lui-même. Damien s'est alors plaint que cet endroit avait des prix exorbitants. Il s'est révolté, a reçu une rouste et a ensuite été jeté dehors. Après cela, il est devenu connu dans la ville comme un ivrogne causant des ennuis et faisant un véritable cirque. À cause de cela, sa famille a perdu de nombreuses choses. Anderson a demandé s'il parlait de son honneur. D'après ce qu'il a entendu, le Visconti de Rexen n'avait pas la moindre honneur. Il a demandé à Damien s'il pensait vraiment qu'il allait présenter des excuses et lui a ordonné de payer rapidement pour ce qu'il a fait. Damien, calme, a dit qu'il lui faisait une faveur en pensant présenter ses excuses, mais il semblait que Anderson voulait jouer. Alors, Damien a décidé de s'amuser, sautant et utilisant la chaise et la table comme élan. À la seconde suivante, il se tenait devant le propriétaire du bar. Il pensait que ce salaud devait payer pour ce qu'il avait dit, quand tout à coup une autre personne est apparue pour intercepter son attaque.
attaque. Cette personne dégageait une énergie puissante. Anderson s'est exclamé que Ted était arrivé au bon moment. Même Damien a été surpris par ce type, sachant qu'une personne de ce calibre ne serait pas là pour protéger un bar. Il a demandé pourquoi un chevalier de son niveau se trouvait dans un bar comme celui-ci. Et pendant ce temps, il a été expliqué que durant leur vie, les chevaliers passent par le chemin des arts martiaux et, selon leur niveau de compétence, nous avons le recrue, le chevalier apprenti et le chevalier officiel. Les chevaliers officiels peuvent utiliser librement leur aura, tranchant même des montagnes d'un seul coup, passant à travers tout comme si c'était du papier. Ces types de chevaliers sont des êtres transcendantaux. Anderson était alors tout excité, déclarant que c'était exactement ça. Cet apprenti chevalier ici est très proche du chef du serpent noir et, bien sûr, il a annoncé que Damien était mort. Damien, confus, a demandé s'il n'était qu'un apprenti chevalier. Il a expliqué le moment où il a ressenti cela, mais Ted, tout arrogant, se demandait comment Damien avait ressenti son heure s'il ne l'avait même pas matérialisé. Damien, de son côté, a été direct et a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi ce genre de personne travaillerait dans un bar. Il a lancé une hypothèse. Peut-être que ce gars est un rejeté, il n'avait pas suffisamment de pouvoir pour devenir un chevalier officiel, alors il s'est énervé et a fui, travaillant maintenant pour le crime. Et à ce moment, Anderson a demandé combien cela coûterait de s'occuper de ce garçon. Mais Ted était vraiment en colère contre Damien et a lâché qu'il parlerait des tarifs plus tard, parce que d'abord il voulait arracher la tête du noble. Son premier coup a été esquivé très facilement et Damien, en y réfléchissant, a réalisé que ce type était assez habile pour un apprenti chevalier. En esquivant, il a pensé que les mouvements étaient un peu désordonnés, mais les attaques étaient affûtées. Pourtant, il était déjà presque à bout de nerfs. Avec son corps actuel, Damien ne pouvait pas aller très loin lors de son entraînement. La première chose qu'il devait faire, c'était d'augmenter son énergie. Et Ted, en combattant, devenait de plus en plus furieux et l'a défié de s'inscrire, que ce coup valait la peine. Puis, il a utilisé une technique secrète. Notre héros, Damien, était déjà conscient de la situation, alors il a décidé de se concentrer. Il pensait savoir quelle serait la technique la plus appropriée à utiliser contre cela. Il se souvenait d'un ennemi, mais cette figure ne tuait pas seulement des démons, il ôtait aussi la vie aux humains. En fait, cet assassin aimait juste s'amuser à tuer des gens et était connu comme l'assassin légendaire, le maître de la lame de la mort, l'assassin fantôme. À ce moment-là, le chevalier de la mort, ou plutôt Damien, l'affrontait. L'assassin fantôme a ordonné qu'il se retire s'il ne voulait pas recevoir un coup, mais Damien ne bougea pas. L'assassin a dit qu'alors, il ne serait qu'une victime de plus à tuer. Puisque le chevalier avait demandé la mort, il allait montrer sa technique secrète. Le type peut voir qu'une grande partie du corps humain est composée d'eau. Alors, en atteignant ce niveau, il a utilisé la technique secrète, la lame de la mort. L'assassin fantôme a dit qu'en connaissant cette technique, il pouvait trancher les corps humains, même avec une épée en bois. Alors, le chevalier de la mort est tombé, coupé en Python Center 2. Mais il réalisa que le chevalier était en train de se régénérer. Sa chair avait repris sa place d'une manière bizarre. Même coupé en deux, il était de nouveau debout. C'était parce qu'il était un mort vivant. Alors, ce que le chevalier de la mort fit ensuite fut de plonger son regard dans les yeux du tueur fantôme. Et à la seconde suivante, il tua le gars avec sa propre technique, sans avoir besoin d'aucune épée, juste avec ses mains. Le tueur demanda comment il avait pu utiliser sa propre technique secrète. Et à cet instant précis, Ed se posait la même question. Il avait été touché par sa propre technique, et Damien pensa que cela avait toujours été ainsi. Les ennemis ne croyaient jamais à leur propre mort. Après être devenu le chevalier de la mort, il avait acquis une compétence incroyable qui lui permettait d'absorber les capacités des ennemis. Pendant ce temps, Anderson était complètement terrifié. À l'instant suivant, il avait des sueurs froides, s'excusant et se frappant, la tête contre le sol, vénérant Damien. Il s'excusa pour le déshonneur qu'il avait causé à sa famille, et à ce moment-là, les gardes étaient sans une main et un pied. Anderson avait même apporté de l'argent pour consoler Damien. Damien se dit qu'il voulait juste des excuses, mais c'était plutôt sympa en fait. Il dit que ce n'était pas suffisant, mais qu'il allait laisser passer. Ensuite, il demanda ce que Vitor faisait. Il devait tout emballer rapidement, et Vitor obéit. Pourtant, il avait du mal à y croire. Il se demanda où le jeune maître avait appris de telles compétences avec l'épée. Après avoir quitté le bar, Anderson et les gardes lui souhaitèrent un bon retour. Et même Vitor dit qu'il n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Anderson pensa qu'il devait s'assurer de récupérer toute la somme. Il allait parler au chef de la Cobra Noire, mais Damien revint et lui coupa l'oreille. Damien lui ordonna presque d'oublier la punition qui l'attendait. Après avoir arraché l'oreille du pauvre type, Damien lui dit qu'il pouvait aller discuter avec le chef de la Cobra Noire, mais que s'il touchait à sa famille, il ne passerait pas plus d'une journée en vie. Anderson pensa qu'il ne s'en tirerait pas si facilement. Damien savait, il était pleinement conscient que ce n'était pas suffisant pour expier ses péchés passés, mais dans la nouvelle vie qu'il avait, il ne décevrait plus sa famille. Il dit alors à Vitor qu'il rentrerait chez eux avec de bonnes nouvelles. Pendant ce temps, dans le marquisat de Lyon Bloom, un homme était devant le miroir demandant
demandant à son frère s'il connaissait ce dicton. La douleur accompagne toujours l'amour. Mais son frère lui demanda pourquoi il disait cela. Tu vas te battre avec quelqu'un aujourd'hui? Il répondit non. Au contraire, il voulait trouver un nouvel amour. Le lendemain matin, au milieu des réactions, Damien dit qu'il n'avait pas si bien dormi depuis longtemps. Et Victor avoua qu'il en était jaloux. Il était tellement préoccupé par ce qui s'est passé hier qu'il n'a pas pu fermer l'œil. Il pensait aux bras qui se sont envolés et aux jambes aussi. Damien a dit que les choses s'étaient passées un peu différemment de ce qu'il avait prévu, mais ils ont réussi à obtenir une bonne récompense pour cela. Le plus important, c'est que les rumeurs vont se répandre. Ils vont réaliser qu'il ne faut pas s'en prendre à la famille du vicomte de Rachat. À partir de maintenant, ils prendront leur famille un peu plus au sérieux. Et qui sait, même sa réputation en tant que fils du vicomte qui ne vaut rien. Il faudrait améliorer un peu cela. Victor n'y avait jamais pensé avant. Mais finalement, Damien ressent aussi qui il est, ce vagabond qu'il est. Dans ce cas, Victor était d'accord. En effet, tout cela était très préoccupant. Lui-même est le serpent noir. Ce ne sont pas les membres de la rue qui sont les criminels. Dès qu'ils ont vu, ils ont même engagé un apprenti chevalier. Mais Damien a dit que peu importe à quel point ils sont idiots, ils n'iraient jamais s'en prendre à une famille noble. Même s'ils venaient, Damien s'en occuperait. Victor a admis que les techniques d'épée de Damien étaient bien au-dessus de ce qu'il pensait. Victor a demandé où il avait appris à manier l'épée comme ça, et Damien a répondu qu'il s'entraînait de temps en temps. À ce moment-là, Poe est apparu en criant le nom de Damien, lui demandant où il était, qu'il avait disparu toute la journée. Il lui a demandé s'il n'avait pas causé plus de problèmes. Damien a dit de ne pas s'inquiéter. Il avait déjà réparé l'erreur qu'il avait commise hier, et a demandé à Victor de montrer la récompense qu'il avait apportée. Alors, il a ouvert le sac plein d'argent. Merilda a été éblouie par tant d'argent. La femme s'est même évanouie. Damien a mentionné qu'il était allé s'excuser au bar, mais en réalité, les comptes étaient de faux. Alors le propriétaire du bar lui a donné cela comme excuse. Poe a demandé si c'était vrai et s'il pouvait lui faire confiance, et Mérida a dit que ça devait l'être, non? D'où obtiendrait-il tant d'argent? Damien a dit que Victor pouvait confirmer. En fait, il avait déjà fait un clin d'œil, et Victor a confirmé. Damien a demandé s'il le croyait maintenant. Et alors notre héros, Victor, a commencé à penser que le jeune maître était en réalité un menteur. Juste après cette réflexion, on coupe à autre chose. Pendant ce temps, Damien courait à toute vitesse dans les montagnes. Notre garçon n'avait pas couru depuis longtemps, mais il se sentait tout de même à bout de souffle. Il se rend compte que son corps est actuellement faible et lent, et bon sang, avec tant de choses à faire, il réalise que ce corps ne tiendra pas. Heureusement, quelques instants auparavant, Anderson lui avait donné cette petite chose ici. C'était un tonique génial, créé par une académie d'alchimie. Ce tonique fou augmente énormément l'énergie de l'alcool. Damien a alors demandé ce qu'était cette académie d'alchimie. Anderson a répondu que c'était un groupe d'alchimistes spécialisés dans la création de ce genre de tonique, et Damien s'est immédiatement rappelé que les toniques étaient échangés contre des pierres précieuses. C'est génial pour lui, non? Alors, quand notre héros a pris le tonique, il s'est senti beaucoup mieux, mon pote. Il a exclamé que ce truc est une vraie puissance. Il a réalisé que pour devenir plus fort et plus rapide, il avait besoin de plus d'énergie et de vitalité. Dans cette situation, il savait qu'il devait revenir au niveau qu'il avait dans le passé, surtout parce que notre fou doit arrêter le Dor. S'il ne stoppe pas ce salaud, dans quelques années, je pense que personne ne veut voir la création d'une armée de morts-vivants. Le vilain va essayer de dominer le monde une fois de plus, mais avant que tout ça n'arrive, il doit devenir un ninja pour tuer cet imbécile. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra protéger le bonheur des gens. Cette fois, notre héros va s'assurer qu'il ne s'échappe pas. Alors, pendant ce temps, dans le bourg de Landwar, le repère de la Cobra Noire, le chef de la Cobra Noire, un certain Cédric War, était en train de dire que ce type est maintenant un déchet, comme s'il avait été leur meilleur recrutement dans le passé. Il a ensuite ordonné de se débarrasser du chevalier rapidement. Les gardes étaient du genre « Hé, on peut le faire, chef ?» Et Cédric, tout sûr de lui, a répondu que oui. Jetez-le n'importe où, il ne vaut plus rien. Et bon, ils peuvent acheter n'importe qui, il suffit d'avoir de l'argent pour ça. Mais à ce moment-là, Ted est arrivé, un peu hésitant. Il s'est levé, demandant si c'était comme ça que tout se terminait. Cédric était impressionné que ce fou avait encore la force de se lever, et s'il pouvait revenir au combat, il le recruterait à nouveau. Mais Ted, déjà dans le feu de l'action, a dit qu'il allait tuer, sauf qu'il a été attrapé par une magie noire. Quelle beauté! Pas seulement les jambes, mais aussi les bras, ils étaient figés. Alors, le gars qui a fait ça a demandé à Cédric si c'était la première cible du contrat. Cédric a dit que oui, disant que c'était une bonne occasion de voir ce dont il était capable. Alors, ok, le mage noir a commencé à invoquer des démons faits d'obscurité et ils ont ainsi encerclé Ted. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les démons ont complètement passé le plat ou ont dévoré là tout de suite. Il ne restait rien, juste un pied. Cédric, un peu dégoûté, a même crié que c'était vraiment dégoûtant. Le mage noir a demandé si c'était satisfaisant. Cédric a confirmé que oui, mais la prochaine fois, il pourrait laisser ça un peu plus propre. Le mage noir, avec gentillesse, a compris et a commencé à demander
quel est le prochain contrat? Cédric, amusé, a même dit qu'en fait, c'est exactement pour cela qu'il avait engagé le type. Un noble a blessé son organisation. Maintenant, traiter avec lui va être compliqué, mais le mage doit juste causer le plus de dégâts possible. D'après ce qu'on voit, il a déjà payé le mage à l'avance. Il a juste dit qu'il va régler ça, tranquillement. Mais pendant ce temps, dans le Visconti, Damio continuait encore son entraînement. Il soulevait bien plus de poids qu'avant. Ce gaz a pensé que l'effet du tonique avait été sensationnel. La vitalité du jeune homme avait beaucoup augmenté en quelques jours. Pourtant, il a ressenti une étrange calme. Parce qu'il a l'impression que rien ne s'est passé, il pense que le serpent noir va se précipiter après lui. Ce n'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais tout à coup, il aperçoit quelqu'un caché dans les buissons et se dit « ça doit être quelqu'un du serpent noir ». En attrapant la personne par le cou, il découvre que c'est son frère, Abel. Abel, tout énervé, lui fait remarquer qu'il est devenu beaucoup plus fort. Il aurait presque pu lui casser le cou tant il est bien maintenant. À ce moment-là, Damio se rappelle qu'il a réellement perdu sa main dans sa vie précédente. Alors il tend sa main vers son frère en s'excusant. Mais Abel lui a dit la vérité et n'a pas accepté ce pardon, car il n'était pas venu pour ça. Il est retourné dans cette taverne, mais pas pour demander des excuses. Il a fini par découvrir qu'il y avait eu une bagarre, que des gens étaient blessés. Damio a affirmé que ce n'était pas vrai. C'était lui qui avait vraiment fait ça. Abel, ne le croyant pas, a dit que c'était mensonger. Comment aurait-il pu engager quelqu'un? Damio s'est défendu en réaffirmant qu'il ne mentait pas. C'était bien lui. Abel, avec détermination, a dit qu'il pouvait tromper toute la famille, sauf lui. Il a dit à Damio de ne pas créer plus de problèmes, ils avaient déjà assez à gérer. Alors Damio, voulant apaiser les tensions, a caressé la tête d'Abel, pensant que son frère avait toujours eu cette personnalité franche. Abel se soucie plus de cette famille que quiconque. Mais, rapidement, Damien a dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne causerait pas de problème. C'est alors que Victor est apparu en annonçant un message urgent, disant qu'il s'était passé quelque chose de terrible. Quand Damien est arrivé dans la salle de réception, il a fait face à un homme prenant un thé et mangeant du gâteau, sauf que cette personne n'était pas un visiteur agréable. Cet homme a dit que Damien était arrivé au bon moment, qu'il parlait de ce qui s'était passé avant et s'est excusé d'être apparu soudainement. C'était son père qui avait découvert. C'est pourquoi il n'avait pas eu d'autre choix. Damien a pensé qu'il ne se souvenait pas très bien, mais avait l'impression d'avoir déjà eu affaire à ce type. C'est Leon Bloom, un nom à retenir. Alors la scène retourne dans le passé. Damien se souvient de ce qui s'est passé. Elon a demandé s'il se rappelait de la dernière fête sociale. Il était clairement en train de provoquer Damien. Il s'est excusé si Damien avait été offensé, et Damien en a profité pour dire que c'était tout intentionnel. Mais ce n'était pas suffisant de parler dans son dos. Il faisait aussi semblant d'être bienveillant. Elon, bien déguisé, a dit que Damien était ivre, qu'il n'avait jamais dit de telles choses. Lui chuchotant à l'oreille, il lui a demandé ce qu'il allait dire maintenant pour essayer de convaincre tout le monde. Et la vérité, c'est que personne ne le croirait. Damien a pensé qu'à l'époque, il aurait peut-être dû résister. Mais au lieu de cela, il a rendu un coup de poing en pleine face à Elon et il savait déjà que ça allait arriver. C'était exactement son intention. Et bon sang, pour un gars qui est pratiquement un apprenti chevalier. Recevoir un coup de poing de ce type, c'est vraiment bizarre. Notre héros, Damien, ne voulait qu'une chose, mettre un terme à sa réputation. C'était tout ce qu'il désirait. Puis, le sale type Elon commente l'histoire embarrassante qui circule ici, mais d'une manière ou d'une autre, il révèle aussi qu'il a un œil sur Louisa depuis longtemps. Et oui, il veut se marier avec elle. Bien sûr, il a besoin de l'autorisation de Pou. Tout le monde était complètement choqué par cela. Damien, pour sa part, a pensé que ce n'était pas la première fois qu'Elon faisait des siennes, se remémorant la vie passée de ce fou. Et ce n'est pas tout. Il a aussi menacer sa famille pour tirer profit de la situation. Elon est enfin de retour sur le devant de la scène. Maintenant, il suggère que tout cela pourrait minimiser le scandale qu'il a causé, le manque de respect que Damien a subi. Ce détail devrait être mis de côté, mais les gens rétorquent qu'ils ne peuvent pas laisser cela se faire. Louisa est déjà fiancée, on ne peut pas faire marche arrière. Elon demande alors comment il compte assumer la responsabilité pour l'insulte qu'il a reçue. Il se demande si la maison du Viscomte peut vraiment affronter la colère de sa famille. Maintenant, une décision doit être prise. Donc il faudra que cela soit payé d'une manière ou d'une autre. Pou pense alors que la famille Lianbloom est l'une des maisons nobles les plus influentes du royaume de la pomme. Mais donner sa fille à ces maudits, jamais. Pendant ce temps, la lumière apparaît intense. Dada, elle accepte la proposition et Pou, totalement perdu, demande de quoi elle parle. Abel, alors, suggère qu'il doit y avoir une autre solution, mais Damio, encore une fois, se sent tiraillé, se considérant comme un traître à sa propre famille. Mais Louisa dit que tout est sous contrôle. Elle se propose de partir avec lui. Damio, pour sa part, pense que c'était de sa
faute toute cette situation, c'est à cause de lui. Maintenant, nous revenons au présent. Il a réussi. Il voulait dire que Louisa est tellement intelligente, c'est pourquoi il l'aime tant. Il est déjà en train d'envoyer quelqu'un pour la chercher, quelque chose de très formel. Il croit qu'ils pourront discuter des détails plus tard. Sauf qu'à un moment donné, Damian se retrouve devant lui et lance un défi. Damian, en pensant, n'en peut plus de ce fils de... Il est vraiment un salaud et ne veut pas que la vie de sa sœur soit ruinée à nouveau. Et alors, au milieu de cette tension, Damian murmure une petite phrase. Elon, pour sa part, demande s'il a quelque chose à dire. Damian, continuant, lui dit d'aller se faire foutre, mais ce n'était même pas le début. Damian décide qu'il ne va pas rester juste à écouter. Il passe à l'action et donne un coup de poing au visage d'Elon. Ce dernier crache du sang sur le cou. C'était un coup bien placé. Elon est projeté loin. Il ne supporte plus ce petit insupportable. Il se sent coupable de ce qui est arrivé à sa sœur. À cet instant, il pense que, à cause de lui, Louisa est devenue la victime de ce misérable, Lelon Lion Bloom, et c'est pourquoi il ne va pas pardonner. Et c'est ainsi qu'il a réussi à mettre ce coup de poing à ce petit noble. Les gardes de Lion Bloom sont arrivés en demandant comment il osait attaquer leur jeune maître. Elon ne s'est pas tu et a appelé Damian, lui demandant comment il pouvait le frapper au visage. Damian a juste ri, disant qu'il s'en fichait et qu'il n'avait pas peur de mourir. Elon, déjà excité, a dégainé son épée. Les gardes, essayant de contenir la situation, ont passé la balle, mais Elon ne voulait rien savoir, leur a dit de s'écarter du chemin. Il a envoyé un garde voler avec un coup de poing en disant qu'il savait se débrouiller. Damian avait l'impression que la situation devenait vraiment sérieuse. Et Louisa, effrayée, a pensé que Damian allait se faire tabasser. Elle a commencé à lui demander d'arrêter, mais Damian, calme, a dit qu'il s'en occuperait. Il a pensé qu'il ne laisserait pas sa famille se sacrifier pour lui et a lancé un défi, un duel à l'épée. Honnêtement, Elon pensait que ce n'était pas la solution. Il a dit que Louisa avait déjà accepté sa proposition. Damian a répliqué que c'était une diversion et qu'Elon avait juste peur de perdre contre Erin. Elon, qui s'était maintenant transformé en Erin, a pensé qu'il était un idiot qui pensait pouvoir se vanter parce qu'il avait réussi un coup de chance. Il n'avait aucune raison de refuser mon défi, donc bien sûr, il a accepté. Plus tard, ils étaient prêts pour le duel. Merilda, la mère de Damian, a suggéré qu'il valait mieux tout arrêter. La bande et Abel étaient confiants. Si le fils avait confiance, c'est qu'il avait un plan. Mais il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Erwin, déjà considéré comme un chevalier, était sûr que son frère ne gagnerait pas. Erwin a demandé s'il pouvait commencer, mais comment Damian prévoyait-il de se battre sans épée? Damian a dit de ne pas s'inquiéter. Il avait amené une arme, mais ne vous y trompez pas, c'est une fourchette. Sa famille était horrifiée. Louisa a presque eu une crise cardiaque. Et Evelyn, souriant, a dit que Damian devait être fou. Quoi qu'il en soit, Damian a conclu qu'il y irait mollo, qu'il ne tuerait pas d'un premier coup. Au premier mouvement, il a réussi à esquiver, mais il a quand même raté. Erwin a utilisé sa technique épée, rugissement de lion. L'impact a créé de la fumée sur le champ de bataille, mais tous les coups rapides ont échappé à Damian. Il était intact. Même les gardes d'Evan étaient bouche bée. Evan ne se demandait que comment Damian avait pu faire tout ça. Damian esquivait tous les coups, pensant que c'était bien d'avoir entraîné auparavant, mais il connaissait déjà la technique des Lion Bloom. Après la bataille qu'il avait eue, il se souvenait de son combat à mort contre Mikkel, mais il avait déjà réalisé qu'Evan n'était pas au même niveau que son frère. Cela a juste rendu Damian furieux, se demandant si Damian avait eu de la chance jusqu'à maintenant, et il a juste ri. Mais pour cela, il ne pourrait certainement pas esquiver d'aucune façon. Damian, quant à lui, a remarqué qu'Evan utilisait son aura. Esquiver serait un peu compliqué. À ce moment-là, Evan a décidé de foncer rapidement, mais Damian, calme comme toujours. Sans désespérer, il pensa que la technique du sein de l'épée pourrait être la solution. Il croyait que cela serait bien plus efficace contre Evan. Donc, même avec sa fourchette en main, il réussit à arrêter l'épée d'Erwin. D'un simple mouvement, il désarma le gars d'un coup. Et ça, mes amis, c'est la technique secrète des 100 000 flux. Damian, là, tout prêt à en découdre avec Evan, frappa avec la fourchette directement au cou d'Evan. Bien sûr, le public était choqué. Tout le monde pensait que le fou avait été touché mortellement. Mais Damian ne voulait pas réellement le tuer. Ce n'était qu'une petite égratignure au cou. Rien de grave. Damian réfléchit que, compte tenu de tout ce qui s'était passé dans la vie passée, tuer le gars plus de 12 fois ne serait même pas suffisant. Mais maintenant, il devait résister pour sa famille, alors il demanda à Eric s'il avait des réclamations. Après tout, il allait tenter de le défier à nouveau, cela avait déjà été décidé. Donc, comme il l'avait promis, il partait de cet endroit et ne remettrait jamais les pieds chez sa famille. Transition vers plus tard, au dîner. Tout le monde mangeait en silence. Damian, en train de manger, remercia pour le repas et dit qu'il allait dormir parce qu'il devait s'entraîner le matin suivant. Puis, quand il sortit, tout le monde resta silencieux encore un moment. Alors, Merilda demanda au groupe s'ils n'allaient pas discuter avec Damian, s'ils n'allaient pas lui demander ce qui s'était passé durant ce duel. Mais Abel, le pauvre, était totalement sous le choc. Il n'arrivait pas à croire que son frère, un complet inutile, maudit et désespéré, avait réussi à faire ça. Il avait battu Erwin, Lion Bloom, le véritable chevalier, rien qu'avec une fourchette. Il commenta que son frère était complètement différent. C'était comme si c'était une autre personne. Merilda dit qu'Abel
Daniel était aussi sous le choc, mais Pooh assura que c'était déjà suffisant. Ils allaient juste faire semblant que rien ne s'était passé. Quand le moment viendrait, ce serait Damio lui-même qui en parlerait. Mais en vérité, Abel se retenait également. Il mourait d'envie de savoir. Pour une raison quelconque, il pensait qu'il devait faire semblant de ne rien savoir. C'est son fils, mais il était un peu effrayant. Le lendemain matin, Damien était là, se préparant pour son entraînement. Il mit des sacs de sable autour des jambes, qui pesaient 10 kilos chacun. Louisa vint discuter avec lui. Elle dit qu'elle était heureuse qu'il ne soit pas encore parti s'entraîner. Elle voulait parler de ce qui s'était passé la veille. Damien pensa qu'il devait s'excuser. Alors il baissa la tête et dit qu'il avait agi de manière irresponsable ce jour-là, la mettant dans une situation difficile. Il aurait dû s'excuser plus tôt et que cela ne se reproduirait plus. Mais Louisa lui fit remarquer que ce n'était pas ça. En fait, elle était venue le remercier. Elle était très effrayée. Bien qu'elle ait dit qu'elle voulait suivre Erwin, c'était juste pour qu'il ne se retrouve pas dans une mauvaise situation, mais Damien l'avait protégée. Cela la rendait heureuse et un peu coupable. Mais au fond, elle tenait vraiment à lui dire « merci ». Damien a répondu que, en réalité, c'était lui qui devait remercier. Il a toujours été reconnaissant pour tout ce que sa sœur a fait pour lui. Donc, s'il n'avait plus rien à dire, il irait à l'entraînement. Mais Louisa lui a demandé d'apporter quelque chose que leur père lui avait donné et lui a dit qu'il devrait l'utiliser pendant les entraînements. Damien était confus et a demandé s'il recevait vraiment une épée de son père. Louisa a expliqué que leur père n'était pas très doué pour exprimer ses sentiments, mais la vérité, c'est qu'il était très fier de ce que son fils faisait et ne l'avait jamais cessé d'aimer, même pas une seconde. Mais il avait encore une petite chose à dire. Et Louisa, imitant le Pooh, a dit qu'elle n'en croyait pas ses oreilles, qu'il avait utilisé une fourchette lors d'un duel. Damien a convenu que c'était vraiment effrayant. Il a réussi à voir le visage de son père là. Alors, il a pris l'épée et a remarqué qu'elle était bien aiguisée et belle. Et là, il a commencé à remercier son père. À ce moment-là, il a éternué parce que quelqu'un parlait de lui. Mais ensuite, le soir venu, la maison du vicomté des Raxen était envahie par une ombre faite de magie noire qui a englouti les gardes et est entrée dans la propriété. Cela s'est fait très facilement. Le mage noir a traversé les couloirs tranquillement car tout le monde dormait. La première visite a été la chambre de Louisa. Il a dit qu'elle était vraiment mignonne. Il est venu à cause de la demande du serpent noir, mais a trouvé quelque chose de bien mieux. Mais ensuite, Damien a demandé ce qu'il pensait faire. Le mage a dit qu'il avait senti une présence étrange et avait donc décidé de vérifier. C'était un type bizarre qui se trouvait dans sa maison. Le mage noir pensait avoir endormi tout le monde, mais a été surpris de voir que ce garçon n'avait pas été affecté. Il n'a même pas senti son approche, alors il s'est tourné, prêt à attaquer Damien. Mais Damien a esquivé. Le mage a demandé s'il était Damien Raxen. Il a répondu que oui, et qu'il était bon de se présenter rapidement car ils allaient avoir une longue conversation devant eux. Pendant ce temps, à l'extérieur, les gardes entendaient du bruit à l'intérieur. Le mage a pensé que sa femme devait s'être réveillée. Cela serait vraiment problématique si plusieurs personnes le voyaient. Donc, la seule option était de s'échapper. Il est redevenu une ombre et a filé par la fenêtre. Damien s'est demandé s'il avait perdu le type. Mais le mage noir avait laissé quelques traces de sa fuite. Le personnel des écuries était complètement choqués. Ils ont dit que le cheval le plus cher était mort. Et comment allait-il prévenir le baron? Un véritable scandale. Ils étaient dans de beaux draps. Puis Damien est apparu et a fait peur au personnel. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de s'inquiéter, qu'il était juste venu confirmer une chose. Il ne les tenait pas pour responsables de la mort du cheval, mais il avait besoin qu'ils sortent des écuries un moment. Alors après, il a commencé à suivre les traces de cette magie noire qui restait. Et c'est ainsi qu'il a trouvé le cheval mort. Il n'avait aucun doute. Cette aura chaotique et maudite était de la magie noire. Cela signifiait que ce type était un sorcier noir et apparemment, sa famille n'avait rien remarqué. Daniel pensait que c'était mieux ainsi, sans avoir à s'inquiéter pour les autres inutilement. Il remarquait de plus en plus de signes de magie noire en suivant jusqu'à une grotte. À l'intérieur, le sorcier était très content. Il commentait que cet idiot du chef de la serpente noire était vraiment malchanceux et qu'il avait apporté tout ce qu'il avait demandé, histoire de ne pas changer sans même accomplir la mission. Il disait qu'en fait, il voulait juste quelques ingrédients pour une malédiction, mais il semblerait que ce gars-là avait fourni un stock énorme. Puis, tout à coup, il mentionne qu'il devait commencer à vieillir, à prendre des jobs pourris comme celui-ci. Il se disait qu'il n'avait pas le choix. Vu que les membres du culte le suivaient, il allait donc devoir rester discret pour l'instant. Juste après, Damien a dit que c'était pathétique et c'est exactement pour ça qu'il ne vivrait pas encore longtemps. Aken se demandait comment diable il avait pu le trouver ici. Damien, toujours de bonne humeur, disait qu'il était venu en suivant son odeur de fumier. Le sorcier rétorquait qu'il avait entendu qu'il avait eu une bagarre avec la serpente noire, donc il semblait qu'il n'était pas juste
juste un petit noble qui foutait le bordel en ville. Damio répondait qu'il était juste sur ses gardes et demandait si le sorcier avait été engagé par la serpente noire. Le sorcier noir confirmait, disant que sa tâche était de lui faire du mal à lui et à sa famille autant que possible. Mais Damien admet qu'il trouve ça pathétique. Parmi tous les jobs qu'il aurait pu prendre, il a choisi celui-là et maintenant il va mourir. Mais le sorcier noir dit qu'il le trouve très intéressant et que la seule torture ne suffira pas. Damien dit que ça va être un peu difficile. Il explique qu'il a fait un vœu pour cette vie et qu'il a décidé de ne pas tuer les gens qu'il n'avait pas besoin de tuer, mais qu'il y a une exception pour les sorciers noirs maudits. Ce gamin n'est pas n'importe qui, mais il ne pourra tout de même pas échapper à lui. Mais Damien, comme un véritable ninja, a esquivé toute la magie très facilement, et en réponse, il a découpé le sorcier noir en deux d'un seul coup. Mais bien sûr, cela ne serait pas sa fin. Il s'est transformé à nouveau en ombre et son corps était en train de se régénérer. Damien pensait que ce type était bien habile pour avoir pris un job aussi peu cher. Et le sorcier disait que ce genre d'attaque ne fonctionnerait pas contre lui. Damien alors rétorque que dans ce cas, il allait couper jusqu'à ce que cela devienne de la poussière. Et suite à ça, il a poignardé cette ombre plusieurs et plusieurs fois. Le sorcier noir commentait que ce n'était vraiment pas mal, avec son attitude arrogante. Mais pourtant, au moment où il est entré dans cette grotte, c'était déjà fini. Alors, le sorcier a lancé divers démons sur Damien, et Damien pensait que cela pouvait être un peu dangereux. Le sorcier disait qu'il allait mourir. Chaque centimètre de son corps allait être désintégré et dévoré par les ombres dans la seconde suivante. Damien était déjà complètement pris par les ténèbres, comme s'il était coincé dans un cocon. Yulan dit que c'est juste un idiot arrogant de plus et que c'est lui qui a provoqué sa propre mort. Yulan pense qu'il a techniquement déjà accompli sa mission et que maintenant, en se débarrassant de cet obstacle, il va s'occuper de sa petite sœur. Mais Damien dit que c'est une sorte de malédiction de corrosion et il déchire ce cocon comme si de rien n'était. Yulan demande comment diable il sait des choses sur la magie noire et Damien répond que ce n'est pas son affaire et pense que Yulan est vraiment en train de paniquer. Damien est très surpris par son autorité instinctive qui appelle le pouvoir des dieux de l'époque où Dorgo était encore vivant et il dit à son cher chevalier de la mort qu'il lui a donné un corps fort, imprégné des meilleurs sorts de magie noire. Pourtant, Dorgo n'est pas satisfait de sa performance. Ça doit être l'épée suprême, l'incarnation du mal. C'est pourquoi il va garantir ce pouvoir, une arme absolue. C'est à ce moment-là que l'autorité est directement allée au corps de Damien. Dorgo a fait le rituel pour qu'il devienne le plus puissant. Damien a ressenti une douleur intense à ce moment-là, mais il a été récompensé. C'est à cette heure-là qu'il a reçu l'autorité des dieux. Damien pensait que c'était l'autorité de la cupidité qu'il avait acquise dans sa vie précédente. Il croyait que cela avait disparu dans sa nouvelle vie, mais apparemment non. Ensuite, il a dû éviter un autre sort de Yulan et il demande comment diable il a survécu. Damien affirme que tout le monde a un atout dans sa manche, n'est-ce pas? Malgré cela, il pense à Yulan. Il a déjà entendu ce nom auparavant. Yulan, en réalité, n'est pas son vrai nom. C'est juste le surnom de son commandant. C'est une organisation spécialisée dans les assassinats utilisant la magie noire. Ce n'est pas pour rien que ce type est vraiment habile. Et le mage noir de Zora admet que cet atout a vraiment été excellent. Il va devoir l'utiliser maintenant, et le bracelet qu'il portait, beaucoup de magie noire en est sorti. Ce bracelet est un artefact qui stocke de la mana, et le mage noir, en invoquant tout son pouvoir, dit qu'il ne sait pas comment Damio brise sa magie, mais qu'il ne peut pas y résister. Maintenant, il va brûler dans les flammes de l'enfer et frappe directement Damio, pensant que c'est fini. Il n'y a pas moyen qu'un gamin comme ça résiste au pouvoir des flammes de l'enfer. Mais Damien lui dit qu'il vient de commettre une grande erreur, d'autant plus que l'autorité de la cupidité répète également ce genre de choses. Damien était pratiquement intact, comme si les flammes l'entouraient. Damien a dit que l'autorité de la cupidité non seulement bloque la magie noire, mais l'absorbe aussi, et le mage noir de Yulan demande comment diable il a cette autorité. Damien répète encore une fois que ce n'est pas son affaire, mais il se sent un peu dégoûté car il doit utiliser ce pouvoir de celui qui déteste le plus, mais ce n'est pas comme s'il avait le choix. Il doit utiliser les techniques du chevalier de la mort pour survivre là-bas. Alors, il invoque son aura sombre, et le mage noir du lin est complètement abasourdi par la façon dont Damio a utilisé son pouvoir suprême, la lame de la rupture partatrice d'âme, tranchant à la fois le physique et l'âme du mage. Et bien sûr, il n'a pas résisté à cela. Même l'architecte du Orgo n'a pas résisté lorsque cette attaque a frappé les murs de la caverne, qui se sont complètement effondrés. Damien a alors dit que si le mage voulait ouvrir la bouche avant de mourir, cela lui ferait moins de mal. Notre héros demande où se cache la cobra noire. Puis, le matin suivant, en plein district commercial de Landwar, Vitor, pris d'une crise de curiosité, se demande pourquoi il a besoin de savoir exactement pourquoi Damien est revenu à Landwar. Mais Damien, tout tranquille, répond à son regard inquiet et dit que si Vitor veut le suivre, il devra accepter les règles en silence. Vitor remarque que son expression est calme, mais le livre qu'il lit est plutôt sinistre. Il se demande pourquoi Damien lit quelque chose d'aussi terrifiant. Damien, presque avec dédain, demande
demande si cela a vraiment de l'importance. Le bâtard explique que ce livre traite de magie noire. Il révèle qu'il a récemment obtenu cet ouvrage en tuant un malheureux. Vitor, avec un accent incrédule, fait valoir que même un ignorant comme lui qui sait à peine lire sait à quel point un tel livre est dangereux. Mais tout à coup, une odeur étrange envahit l'air. Vitor se demande d'où vient cette chose. Enfin, les deux arrivent en ville et Damion, tenant un sac qui pue à mort, demande à Vitor de le tenir. Vitor, tout curieux, demande ce que c'est. Damion, avec la plus grande tranquillité, révèle que c'est une tête humaine. Vitor, en pleine panique, lui dit de ne pas faire ce genre de blague, car ce n'est pas drôle. Mais quand il ouvre le sac, il se retrouve face à la tête, et bien sûr, il est choqué. Damion, voyant la scène, essaie de le calmer en disant que tout le monde les regarde. Vitor demande alors qui est cette personne. Damion dit qu'il racontera les détails plus tard. D'abord, il doit régler une affaire. Vitor doit livrer la tête à l'adresse que Damion lui indiquera. Comme ça, ils n'auront pas de problème plus tard. Vitor se demande ce que ça veut dire plus tard. Au repère de la Cobra Noire, Damion les trouve enfin. Il critique le fait que ces maudits gangsters aient établi un repère en plein milieu de la ville. Damion demande s'ils sont idiots ou quoi, se présentant comme Damion Rex, du Visconti de Racha. Mais l'un des gardes réalise que c'est le gars dont le chef parlait. Damion affirme qu'apparemment, ils savent déjà qui il est et qu'il a des affaires à régler avec le chef de la Cobra Noire. Il demande alors à se frayer un chemin. Le garde demande s'il veut passer. Très bien, il peut passer. Damian, surpris, dit que c'était étonnamment calme, mais un autre garde prend une fusée éclairante et tire en l'air. Maintenant, il est dans de beaux draps. Dans la seconde qui suit, les renforts arrivent déjà et il est complètement encerclé. Damian alors crie qu'ils vont regretter leur décision. Pendant ce temps, le gouverneur de Landwalk, Sebastian Baker, profite de la vie, entouré de femmes, et dit que grâce au chef Cédric, il peut savourer cette vie de luxe. Et voilà le principal chevalier de la Terre du Loup, Robert, en train de se saouler. Cédric déclare que si eux s'amusent, c'est tout à son honneur. Le chef se sent honoré d'être avec eux, mais Sébastien, voulant parler clairement, dit qu'il doit discuter de certaines affaires. Cédric sous-entend que la Cobra Noire va transformer la ville, mais il exprime son inquiétude que les autres gouverneurs pourraient s'opposer. Sébastien, plein de confiance, répond qu'il peut gérer ces gars-là. Robert, un peu mélancolique, dit qu'il ne peut pas rendre l'appareil à Cédric, mais Cédric rétorque que son travail pour maintenir l'ordre public à Landwalk est déjà suffisant. Il souligne que ce n'est pas facile. Robert, décidé, dit qu'il va boire plus. Cédric les remercie tous les deux et pense que les choses vont bientôt changer. La Cobra Noire va dominer cette ville et tout le monde va se plier à sa volonté. Mais à ce moment-là, un subordonné de Cédric arrive avec un message urgent, sachant qu'il y a un rapport très important. Quand Cédric sort de la pièce et entend tout, il demande ce qui se passe. Cédric se demande si ce maudit magicien noir a échoué. Il comprend déjà la situation et peut maintenant partir. Bientôt, Damian va mourir. S'il est dans sa cachette, il est en train de creuser sa propre tombe. Pourtant, à cet instant, Damian utilise un de ses toniques et commence à découper tout le monde comme du beurre, arrachant des têtes. Pendant ce temps, en ville, les plus puissants arrivent pour gérer la situation. Cédric, ressentant l'atmosphère, se dirige vers le balcon pour voir ce qui se passe. Lui et un garde sont complètement choqués. Damian avait déjà abattu tous les subordonnés de la Cobra Noire. Cédric n'arrive pas à croire comment un gamin comme ça a pu faire ça. Il demande au garde s'il est sûr que c'est bien Damian. Le garde répond que oui, il s'est lui-même présenté. Cédric avait seulement entendu des rumeurs sur un noble avec une vie misérable et n'avait aucune idée que le garçon était si fort. Il se demande si le magicien noir qu'il a envoyé a été tué par ce gamin. Il réalise qu'il a besoin d'aide. Les renforts de la Cobra Noire font leur apparition. L'un d'eux a une arme magique et dit que Damian ne pourra pas bloquer ça. Il lance une boule de feu dans sa direction, mais Damian est prêt, sa lame à la main. L'homme lui demande s'il est idiot de tenter de bloquer une boule de feu avec une épée. Et oui, il y parvient. Non seulement il bloque, mais il renvoie la boule de feu pour exploser les trois. Damian avertit qu'ils auraient dû être plus prudents. Après ça, il ressent un danger mortel et esquive de justesse une attaque sournoise. Devant lui apparaît un chevalier avec une aura, puis surgit le gouverneur qui crie à notre héros, lui demandant comment il ose semer tant de désordre au milieu de la ville. Rapidement, il change de ton et se présente poliment, disant qu'il s'appelle Sebastian Bake, le gouverneur de la Terre des Marcheurs, et menace notre héros, garantissant qu'il sera puni. Damian, très calme, répond « Pourquoi veux-tu me punir? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Le gouverneur Sébastien, très irrité, l'accuse d'avoir tenté de tuer le chef Cédric, un homme d'affaires très aimable qui n'a jamais fait de mal à personne. Damian rétorque « Gouverneur, tu es tellement hilarant, tu appelles ce déchet un homme d'affaires gentil? Tu dois être fou. » Alors, le gouverneur regarde son garde et dit « Monsieur Robert, occupe-toi de ce petit. Arrête-le maintenant. » Robert s'approche de Damian, commençant à l'intimider et lui ordonne de se rendre. Après cela, la prison l'attend. Damian plonge son regard dans les yeux de Robert et dit « Tu es grand, mais tu n'es pas deux. Essaie de me prendre, espèce de malotru. » Immédiatement après,
Robert charge Damion avec une violence incroyable. Damion se laisse distraire en regardant autour de lui, sachant que battre Robert sera très difficile, car, après sa régression, il est encore très faible. Et là, tu sais, quand Damion regarde à nouveau, Robert est déjà sur lui. Même en essayant de parer le coup, Damion est projeté en arrière. Mais notre héros est habitué au combat et, tel un chat, il effectue 2 pirouettes en l'air et atterrit sur ses pieds, maintenant son équilibre. Cependant, cela semble lui avoir fait mal, car la force du coup était si grande qu'elle a même brûlé la peau de Damion. Il cligne à nouveau des yeux, essayant de localiser Robert. Damion ressent une présence qui s'approche derrière lui. Robert arrive en lui demandant où il regarde. À ce moment-là, Damion écarquille les yeux en réalisant que la hache de Robert va le frapper avec bien plus de force qu'auparavant. Mais tout à coup, quelqu'un, encapuchonné, défend ce coup mortel que Robert tentait de donner à Damion. Tous, en voyant cet être encapuchonné, sont très surpris. Robert, très étonné, demande à l'encapuchonné de s'identifier, et celui-ci le fait en grimaçant de douleur, ayant ressenti le coup du mystérieux sauveteur. Puis, l'encapuchonné retire sa capuche, révélant ses cheveux blancs couverts par une aura bleue, et fixe Robert de ses yeux perçants. Ainsi, nous découvrons que l'encapuchonné est une femme éblouissante, aux courbes gracieuses et absolument séduisantes. Tout le monde est très surpris, car ils la reconnaissent immédiatement. Ils savent qu'elle est une paladine. Alors, quelqu'un crie « Jeune maître ! Jeune maître !» Se retournant, tout en sueur, il lui demande « Et pourquoi as-tu mis tant de temps ?» Ainsi, nous pouvons comprendre que c'est le serviteur de Damion qui a amené ces encapuchonnés. Très souriant, il dit « Maître, enfin, je suis arrivé !» Damion, satisfait, se tourna vers Vitor et dit « On dirait que tu as fait ta part, c'est pourquoi je ne suis pas en colère. »« J'ai bien fait !» répondit Vitor, le poitrail haut. « Je ne suis peut-être pas expert en tout, mais quand il s'agit de courir, personne ne me dépasse !» Pour comprendre ce qui se passait, l'histoire revint quelques heures en arrière, dans une église tranquille où tout le monde priait. La religieuse, surprise par l'entrée brusque de Vitor, fut celle qui l'accueillit. Vitor demanda s'il était à la filiale de l'ordre divin. La religieuse confirma et demanda « Comment puis-je vous aider, Vitor ?» Exposa la situation avec urgence. « Mon jeune maître m'a demandé de livrer 2 choses. Il a des preuves que quelqu'un est en conflit avec le mage noir et a besoin d'une intervention rapide. » La religieuse, curieuse, demanda à voir les notes. En touchant le carnet, elle ressentit la magie noire émaner de celui-ci. Ses yeux s'écarquillèrent en prenant conscience du symbole maudit. Puis, lorsqu'elle ouvrit le sac et en sortit la tête, la religieuse eut une épiphanie. Elle avait enfin trouvé le malheureux, l'exécutif de Yuram. Quel tumulte! C'est pourquoi, à ce moment précis, elle se déshabilla de sa tenue de religieuse, révélant l'armure d'une paladine. « Où est la personne qui a remis ce carnet ?» demanda-t-elle. Devant elle se tenait le héros de l'histoire, l'équipe du villageois qui avait réussi à prouver l'innocence. La paladine le complimenta. « La preuve est bonne! À partir de maintenant, nous nous occuperons de cela. » Damion, qui observait tout de loin, acquiesça. « Bien sûr, nous ne pouvons pas intervenir dans les activités de l'ordre divin. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. » Le villageois remercia profondément. Damion, avec un regard de triomphe, expliqua son plan. Tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Il expliqua que l'ordre divin était un groupe de fanatiques de Dieu. Ils se considèrent comme des serviteurs de Dieu et cherchent à sauver des vies étant bienveillants et miséricordieux. Toutefois, quand il s'agit d'hérétiques et de mages noirs, ils se transforment et tuent sans hésitation, agissant presque comme des démons. L'unité d'élite de ce groupe est connue sous le nom de paladin, et maintenant, une paladine se tenait devant tous. La paladine s'adressa alors aux citoyens de la Terre du Travail, leur demandant de prêter attention. L'ordre divin a reçu un rapport indiquant qu'un d'entre vous collabore avec des mages noirs. Le peuple, surpris mais au fond conscient de son implication avec la Cobra Noire, resta silencieux. Nous avons identifié les individus, continua la paladine. Le gouverneur de la ville sera emmené par l'ordre divin. Sébastien interrogea son autorité. Quel sens cela a-t-il? Land of Wolves est une ville autonome reconnue par le royaume. Vous ne pouvez pas simplement agir comme bon vous semble. La paladine, en tant qu'autorité incontestée, a répondu que le gouverneur sera jugé pour son comportement vil et hérétique, qui va à l'encontre de la volonté divine. Oui, l'ordre divin est au-dessus du royaume. À ce moment-là, Sébastien a eu des doutes et a demandé de quoi cette fille parlait. Il a tenu à dire qu'il ne ferait jamais appel aux mages noirs, que ce n'était pas son style. Mais la paladine a lâché que Cédric, oui, Cédric, était le principal responsable. C'est lui qui a renforcé la réputation des mages noirs et qui les a même engagés. Cette fille n'a même plus de doutes à son sujet, elle sait déjà que c'était lui. Alors, Sébastien s'est tourné vers Cédric et a demandé si ce qu'elle avait dit était vrai. Cédric, rusé, a répondu que, bien sûr que non, il a dit qu'elle devait être folle, qu'il ne ferait jamais ça. Et là, elle a répliqué qu'elle devrait montrer des preuves puisque lui niait, en disant que ce petit carnet appartenait à Cédric Walk, une liste de choses recherchées par un mage noir en échange d'un service. Tout est enregistré et ils vont confirmer que c'est
c'est lui qui a écrit tout ça. À ce moment-là, Cédric a pensé « Merde, ce maudit mage noir, pourquoi diable écrirait-il un truc pareil ?» Il a dit qu'en réalité, c'était un grand malentendu. Il n'avait rien à voir avec le mage noir. La paladine a dit que cela serait révélé lors de l'enquête et a ordonné d'emmener ce maudit tout de suite. Et Damio les regardait, le sourire aux lèvres. Sébastien n'en revenait pas. Ce petit gamin avait tout planifié depuis le début. Le gouverneur était en train d'être traîné, capturé par ses fanatiques. Puis Cédric, à son tour, a demandé si Robert allait vraiment se rendre comme ça. Et genre, cet ordre divin commettait un crime dans sa ville et il ne ferait rien. Robert, voyant sa hallebarde, s'est libéré des gardes de l'ordre divin et a dit que c'était vrai. Étant donné qu'il avait été entraîné là-dedans, au moins il allait entraîner une personne avec lui. Alors, il s'est jeté sur la paladine. Cédric était déjà aux anges, mais Damio pensait que c'était une grosse bêtise. La paladine, sans effort, a esquivé son coup comme si de rien n'était et, d'un coup de poing, a réduit l'armure de Robert en miettes, traversant son torse. La paladine a ordonné que ceux qui osent s'interférer dans le travail de Dieu ne méritent rien. Ainsi, il n'y aura pas d'autre issue. Il ne mérite que la mort. Il venait d'être jugé par le pouvoir de Dieu. Cédric s'était déjà remis à Dieu. Littéralement, il avait abandonné. Sébastien, furieux, a dit qu'ils étaient eux tous insolents. Et Vitor, regardant le pathétique Cédric, a demandé s'il était vraiment le chef de la Cobra Negra. Et Damiao, tout souriant, a confirmé que oui, c'est bien lui. Vitor a juste commenté qu'il ne semblait pas si dur maintenant, hein? Et Cédric a pensé qu'il avait été vaincu. Pour un gars aussi pathétique que celui-ci, Damien a dit que, grâce à Vitor et à l'ordre divin, tout s'est réglé. Là, il a réalisé que cette paladine était bien plus puissante qu'il ne l'imaginait. Rien qu'à la façon dont elle se comporte et à son pouvoir divin, elle doit être une disciple de la flamme bleue. Alors, la paladine invite Damien à devenir un paladin de l'église, mais Damien pense qu'il ne croit en rien et ne veut pas être un chien de l'église. Il ne peut pas simplement être franc comme ça, alors il va juste refuser. Mais Damien a trouvé l'excuse de dire qu'il ne mérite pas encore l'amour de Dieu. Il va suivre le chemin de Dieu pour essayer de se racheter. Vitor se disait que ce misérable mentait encore. La paladine a dit que ses paroles étaient si belles, presque comme si ses oreilles s'étaient ouvertes au message du cœur. Elle a déclaré que, comme il l'avait demandé, elle allait trouver un moyen de motivation par la mana pour lui. Cependant, s'il change d'avis, l'ordre sera toujours ouvert. Damien était très reconnaissant pour cela, mais il pensait que ça n'arriverait jamais. Malgré tout, il remercia la paladine et s'excusa. Elle ne s'est même pas présentée. Son nom est Agnès, et elle est disciple de la flamme bleue. Damien pensait avoir fait un bon coup et dit à Lady Agnès que c'était un honneur de la rencontrer, mais demanda s'il pouvait finir ses affaires. Agnès a confirmé que oui, mais elle voulait savoir de quelles affaires il s'agissait exactement. Là, Damio s'est approché de Cédric, lui a donné un coup de pied dans le ventre, faisant vomir le pauvre type tout ce qu'il n'avait pas mangé. Damien a dit que c'était tellement satisfaisant de le frapper, son ventre était si mou. Ensuite, il lui a donné un coup dans le visage. Puis, Damien a continué à le frapper, et cela a duré un petit moment. La paladine et Vitor observaient sans rien faire. Après toute cette raclée, Damien se sentait beaucoup mieux. Vitor a demandé au jeune maître si tout était terminé. Damien a répondu que probablement oui. Mais pendant ce temps, à la résidence des Leon Bloom, se trouvait le marquis de Leon Bloom, Holland Leon Bloom. Il cherchait son fils, Warren. D'autre part, Warren était sous les couvertures, tremblant. Il a demandé si c'était son père. Holland a demandé ce que cela signifiait. Warren a répondu que ce fils de pute avait essayé de le tuer, avait mis un couteau sous son cou, mais en réalité, c'était un garçon. Holland se demandait pourquoi son fils était si terrifié. Alors, il a demandé au garde ce qui s'était passé. Qui était le malheureux qui avait fait cela à son fils? Le garde a répondu que c'était Damio Rakshen, et Holland était tellement furieux qu'il a commencé à tout casser. Il a demandé si le simple Rakshen avait osé s'en prendre à son fils. Il devait avoir utilisé une ruse sale. Il a ordonné qu'on envoie des hommes au vicomté de Rexon. Maintenant, il veut que ce garçon soit mort. Sauf que, plus tard, c'était Agnès qui se trouvait sur la propriété des Rakshen. La paladine de l'ordre divine, Pooh et Merilda ont reçu, mais ils étaient nerveux à sa présence, car nous savons qu'ils sont des gens très importants. Pooh a pensé que son fils avait fait tant de bêtises que même l'ordre divin est venu les visiter. Pooh a mentionné avoir entendu dire que son fils allait rester ici un certain temps. Agnès a confirmé que oui, c'était une décision de leur part pour enquêter sur les héritiers, mais Pooh a dit que la maison est un peu petite. Il y a des chambres qu'il peut offrir, mais Agnès a proposé beaucoup d'or, disant que ce serait une petite démonstration de gratitude. Pooh a dit que la maison leur appartient et qu'ils pouvaient se sentir à l'aise. Franchement, c'est très facile de convaincre avec de l'argent. Agnès a beaucoup remercié Damio pour ses contributions à l'enquête de l'ordre. Damio a pensé qu'il l'avait laissé s'installer, mais il ne s'attendait pas à ce qu'elle demande ça. Au moment où elle a demandé, Agnès a mentionné qu'elle était ici pour l'enquête, mais qu'elle pouvait également poser une autre question. Alors, elle est devenue toute mignonne, avec un petit sourire. Les parents se sont tournés vers Damio avec un pouce en l'air. Mérida était tout émue. « Mon fils est un beau garçon. » Damien a pensé que ce n'était pas tout à fait ça. Agnès a dit qu'elle avait aussi apporté
apporter la méthode de culture de mana. Il l'a demandé. Elle l'a spécialement sélectionnée. Damian a demandé pourquoi elle lui avait donné 2 volumes. Agnès a, par incident, commenté qu'un des volumes était une technique d'épée. Si elle avait donné seulement une méthode d'entraînement, Damian n'aurait pas pu tirer profit du pouvoir. Damian a pensé qu'il n'avait pas besoin de technique d'épée. Il a déjà ses propres astuces. Mais c'est toujours bon, non? Donc, il a pris l'art de l'accumulation de pouvoir, qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il va s'entraîner avec cette méthode de culture, et la technique d'épée aussi. Agnès, un peu rougissante, a dit que ça avait été très difficile d'apporter ces 2 choses. C'était vraiment très difficile, surtout parce qu'elle n'est pas dans la position la plus forte de l'ordre. Damian a acquiescé. Elle a traversé beaucoup d'épreuves. Agnès a confirmé, elle a vraiment eu besoin de l'autorité du maître. Et Agnès a dit que Damian est très essentiel. Elle a demandé à nouveau s'il ne pouvait pas devenir paladin. Damian s'est excusé, mais non. Agnès a dit qu'elle comprend, si elle demandait encore, ça serait inutile. Mais si jamais il change d'avis, elle est ouverte. Damian a pensé que, comme prévu, les gens ont une obsession. Plus tard, l'heure divine était dans cette caverne. L'agnostique a fait ses recherches. Un des enquêteurs a dit que ce n'était pas suspect, car l'agnostique s'est échappé plusieurs fois. Selon ce que nous savons, il vend une école maudite, donc ce n'est pas faible. C'est un mage très puissant. Pourtant, même un mage de haut niveau qui a été vaincu par un noble dans un endroit rural, ça n'a pas de sens. Un autre enquêteur a confirmé « Nous devrions faire une suggestion, ça semble vraiment étrange. » Agnès, en fait, n'a rien dit à ce sujet. Une autre personne a commenté que nous devrions conclure cette enquête, mais c'est alors qu'Agnès est apparue, disant que nous pouvons faire confiance à Damian. Elle comprend les soupçons de tout le monde, mais il ne ment pas, c'est un fait. Tous là-bas réalisaient que les gens discutaient. En réalité, ils n'ont aucune idée de comment le garçon a tué Agito. Tout à coup, Agnès demande s'ils ont encore des doutes à ce sujet. Le gars du camion lâche qu'il a simplement esquivé l'attaque, comme si c'était facile, et a souligné comment il a touché le coup, c'est tout, et c'était fini. Un des enquêteurs, curieux, demande si c'était vraiment aussi simple. Agnès, presque comme une détective, répond qu'en fin de compte, peu importe s'il ment ou non, Agito ne reviendra pas. Elle a aussi des doutes sur ses compétences. Alors avant de régler le problème de la cobra noire, elle décide de l'observer seule pendant un temps. Le gars avait déjà mis KO des dizaines de gardes de la cobra noire, et le plus choquant, sans une égratignure. Regarde ça. Ce qui les a le plus surpris, ce sont les techniques qu'il a utilisées. Une qui lui a permis de renvoyer une boule de feu. Tu as saisi? Ça a totalement choqué les 2 enquêteurs. Ils se demandent si c'est vraiment possible, et Agnès répond que oui, c'est possible. Elle a entendu dire que le maître d'épée peut faire ça. L'enquêteur réfléchit que si c'est vrai, Damian est vraiment puissant. Agnès dit qu'elle ne dit pas qu'il est le maître d'épée, mais il est clairement un individu extrêmement talentueux. La raison pour laquelle elle est venue ici était d'enquêter sur la Yura, mais maintenant elle veut aussi amener Damiao pour le présenter à son maître, espérant qu'il devienne un bon assistant. Donc pour l'instant, ils doivent mettre les soupçons de côté et se concentrer sur l'enquête. Ils s'accordent, mais entre-temps, une délégation de Leon Bloom s'approchait du territoire de Jackson. Le premier chevalier, Alves, commente qu'ils sont enfin arrivés et le second, Lavender, demande quelle est cette odeur qui était très forte. Alves lui dit qu'il ne doit pas être habitué à la campagne. L'odeur vient du fumier de vache dans le pré. Tout à coup, le commandant leur ordonne de se taire. C'est le chevalier officiel, Gary. Gary demande si c'est le vicomté de Roxana et, ne comprenant rien, il se demande pourquoi le marquis les a envoyés dans cet endroit abandonné. Alves dit que la mission est d'arrêter Damiao Rocha et de prendre le territoire. Jéric, tout pompeux, lâche que ramener ses déchets est un jeu d'enfant. À ce même moment, un vieil homme passe lentement. Le guerrier l'interpelle et demande s'il vit dans le voisinage de Rexon. Le vieil homme confirme, mais il demande quel est le problème. Mais là, le guerrier, sans pitié, le tue, simplement. Arrache-lui la tête, oui, et après, il ose demander comment un plébéien ne respecte pas un chevalier des Leon Bloom. Le guerrier a dit à Lavender et Alves qu'il avait eu une excellente idée. Une fois arrivé au vicomté, il pouvait non seulement tuer Damian, mais aussi tous les autres. En entrant dans le territoire, la première personne qu'ils ont vue était le Vi, et peu après, près de cette grotte, l'ordre divin finissait l'enquête. L'un d'eux commente que, malheureusement, ils n'ont pas obtenu beaucoup d'informations, mais Agnès affirme que tout va bien. Tout le monde a travaillé dur ici. Mais alors, tous ont ressenti une énergie incroyable émanant de Damiao. Il cultivait les humains avec une nouvelle méthode, ce qui a impressionné les enquêteurs, qui ont dit que c'était même un peu incroyable. Agnès restait bouche bée, réalisant que la technique de convergence d'énergie qu'elle avait transmise à Lord Damiao était presque à son stade final. En peu de temps, cette méthode absorbe toute la mana autour de lui, mais Agnès commence à se demander s'il a maîtrisé cela. Alors, quand il a terminé, prend une grande respiration et se tourne vers le public. Damiao demande si l'enquête est déjà terminée, et Agnès confirme que oui. Il semble qu'il ait beaucoup évolué.
évolué. Damien dit que ce n'est qu'une petite évolution. Quand Agnès a entendu que c'était difficile, elle ne mentait pas. Même pour lui, c'était un défi. Dans sa vie précédente, il avait eu des difficultés à maîtriser cela, mais malgré tout, c'est une technique très utile. La technique de convergence de force, une technique de cultivation d'énergie. Elle a été créée pour compenser la faiblesse du style d'épée, car cela consomme beaucoup de mana. Grâce à cela, la vitesse d'accumulation de mana de cette technique est bien supérieure à la Daizu, et elle peut même stocker temporairement de la mana externe. À ce moment-là, Agnès était émerveillée par ce qu'il avait fait. Damio mentionne qu'il est presque l'heure du dîner, donc il vaut mieux qu'il rentre vite. Mais tout à coup, il ressent une grande intention de meurtre. Il déclare que les vers sont enfin arrivés. Il avertit Agnès qu'il s'est passé quelque chose d'urgent, il doit y aller et lui dit de prendre le temps qu'il lui faut pour revenir. Puis, il s'en va en courant à toute vitesse. Agnès est encore plus impressionnée. L'enquêteur commente que ce type est rapide et Agnès réfléchit à sa rapidité même avec si peu de mana. Cela indique qu'il possède un contrôle de mana très précis. Elle se demande quelle pourrait être la limite de cet homme. Et à ce moment-là, les chevaliers battaient Victor. Ils demandent pourquoi un déchet comme lui ne dit pas tout de suite où se trouve son maître. En donnant des coups de pied à Victor, les chevaliers affirment qu'il sous-estime les Leon Bloom. Et Victor, fermement, dit qu'il ne fait que protéger son jeune maître. Jusqu'à ce que Pooh apparaisse, il crie d'arrêter toutes ces conneries. Les chevaliers disent qu'ils doivent avoir trouvé le vicomte de Roxane. Ainsi, Pooh se demande si Victor va bien et commence à s'interroger sur le sens de cette situation. Des hommes qui se considèrent comme des chevaliers agressent quelqu'un d'ordinaire comme Victor. Jake argumente que, compte tenu de ce que le vicomte de Roxane a fait à la maison du marquis de Lyon-Bloom, ce n'était rien du tout. Il précisa que le marquis de Lyon-Bloom voulait Damio Roxane et ordonna qu'on lui remette son fils. Sinon, il était évident que les Lyon-Bloom se vengeaient. Il se demandait ce qui pouvait pousser quelqu'un à commettre un acte aussi barbare. Jéric, conscient de la situation, pensait qu'il était évident qu'il mentait. Dès qu'il aurait capturé Damiao, il mettrait le feu à cet endroit. Mais Por affirma qu'il ne remettrait absolument pas son fils. Jerry lui demanda s'il en était vraiment sûr et lui rappela qu'il ne pourrait pas regretter cette décision et qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il ordonna alors à ses chevaliers de détruire tout ce qu'ils voyaient sur leur passage. À ce moment-là, quelqu'un se demanda si les insectes étaient devenus fous. C'était Damio, exhalant une intention meurtrière si puissante que même Jéric ressentit de la peur. La pression était telle que les chevaliers à ses côtés ne purent pas bouger. Damio demanda alors comment allait Victor. Victor, qui était complètement roué de coups, avait vraiment l'air mal en point. Damio se demanda s'il n'avait pas déjà eu assez de chance. Il réfléchit que si Victor n'avait pas reçu d'aide, il serait déjà mort à cause des attaques des chevaliers. Si Victor était mort, il le serait aussi. Jéric commenta qu'il devait s'agir de Damio. Damien dit avoir entendu qu'il était celui qui avait défié le jeune maître de la maison du marquis de Lyon-Bloom. Au final, c'était juste un autre fou. Jéric lui enseigna qu'il devait se sentir puissant et arrogant parce qu'il avait vaincu Erwin. Il ordonna alors à ses chevaliers d'attaquer Damio. Cependant, Damio pensa qu'il s'en fichait. C'était le moment parfait pour tester sa nouvelle technique. En attrapant le bras du premier chevalier, il le tordit comme si de rien n'était, sans même faire d'effort. Damio réalisa que c'était l'occasion idéale pour tester sa technique. Utilisant toute la mana qu'il avait accumulée, il parvint à faire cela d'un simple coup de poing. Il traversa l'armure du chevalier, l'éjectant loin de lui. Le suivant n'eut même pas le temps de réagir avant de recevoir un coup de pied dans la bouche, perdant une dent. Damio décida qu'il allait enfin utiliser son cœur comme noyau de mana. Jéric, réalisant que ses chevaliers avaient été vaincus, resta choqué. Victor, qui était inconscient, se demanda si c'était le jeune maître. Damio demanda si Victor allait bien. Victor, avec difficulté, leva le bras et fit un signe de la main, confirmant qu'il allait bien. Damion réfléchit que ce garçon était vraiment intéressant. Jéric descendit de son cheval et se demanda si le jeune maître Erwin était tombé dans un piège pareil. Plus il y réfléchissait, moins il pouvait comprendre comment un petit noble rural, un plouc, avait de telles compétences. Damion affirma que ce n'était pas l'affaire de Jéric et conclut qu'il comprenait maintenant. Ce n'était pas le véritable Damio Roxane. Alors, un chœur de questions surgit, incluant même Victor, qui était totalement déboussolé, choqué. Damio questionna alors de quoi il parlait. Jéric lui demanda d'arrêter de faire l'idiot, affirmant qu'il croyait que personne ne remarquerait que c'était un piège dès le départ. Il souligna qu'il ne s'agissait pas du véritable Damio Roxane, mais d'une personne engagée simplement pour ternir la réputation des Lyon-Bloom. Il se demandait comment un vilain insignifiant comme lui pouvait cibler un marquisat des Lyon-Bloom. Damio clama que ce type était insupportable. Il était aussi idiot qu'il en avait l'air. Pendant ce temps, les chevaliers étaient encore au sol, complètement incapables de se relever. Victor, pour sa part, réfléchissait que le jeune maître sortirait
serait sûrement vainqueur, mais bien sûr, Pooh était anxieux. Jerick se prépara alors à dégainer son épée, persuadé que Damio était assez habile, mais sa chance se terminerait ici. Il savait qu'une fois que Damio serait à portée, ce ne serait que des clins d'œil avant de le trancher. Avec l'épée en main, il était prêt à trancher le cou de Damio. Mais bien sûr, Damio bloqua ce coup. Il questionna si tous les chevaliers des Leon Bloom étaient aussi prévisibles. Jerick pensa alors que quelque chose clochait. Ce gamin avait réussi à bloquer son épée. Jerick déclara une nouvelle fois que Damio avait eu de la chance, mais qu'il ne parviendrait pas à bloquer le rugissement du lion. Pourtant, Damio réussit. Il réussit à bloquer, disant que Jerick était trop lent. À la seconde suivante, ce fut son tour, et avec son attaque, il trancha non seulement le visage, mais aussi d'autres parties du corps de Jerick en même temps. Jerick eut à peine le temps de voir l'attaque de Damio, et reçut ensuite un coup de pied si puissant au visage qu'il roula avec sa lourde armure. Damio annonça que ce coup de pied était en hommage à Victor. Jerick, furieux, chargea, ignorant toute tactique, et usa de tous ses pouvoirs, exécutant sa technique secrète, l'épée majestueuse du lion. Damio commenta que cette technique était assez spectaculaire, mais complètement inutile. Il frappa la pointe de sa lame contre Jerick, désintégrant complètement l'épée du malheureux. Ce faisant, il lui transperça l'épaule et arracha son bras droit. Le pauvre ne put que crier et tomba au sol, hors de combat. Jerick tentait de régénérer son bras avec son aura pour arrêter le sang, mais fut bientôt maîtrisé par l'épée de Damio. Jerick a déclaré qu'il ne savait pas qui il était, mais a admis sa défaite. Il avait demandé, s'il vous plaît, qu'on épargne sa vie. Damio s'est présenté comme Damio Roxane, héritier du territoire de Roxane. Il a commenté que si Jerick implorait pour sa vie, il aurait dû le faire plus tôt et lui a demandé s'il ne pensait pas qu'il était trop tard. Il a également ajouté qu'il avait été violent avec sa famille et qu'il était aussi très laid. Damien a demandé s'il croyait vraiment qu'il allait épargner sa vie. Jerry semblait un peu confus quant à qui il s'excusait, ou même pourquoi il s'excusait. Au moment suivant, c'est Victor et Pooh qui se préparaient à lui donner une bonne correction. Après la correction, les trois sont restés là, silencieux. Victor a demandé si cela suffisait et s'ils étaient satisfaits. Malgré tout, ils ont suggéré de lui mettre quelques coups de plus. Damien a commenté que c'était bien, mais qu'un peu plus, et il le tuait. Alors il a demandé « Que diriez-vous de lui couper un membre ou deux ?» Victor a trouvé ça super, mais Pooh est intervenu en disant que c'était déjà suffisant. Angelica a alors dit à Monsieur Roxane qu'il avait tort et s'est excusé de lui avoir manqué de respect ainsi qu'à son territoire. Pooh a demandé s'il pensait qu'une simple excuse suffirait. Il a même dit que si son fils n'avait pas été suffisant, son territoire aurait été détruit et il aurait été torturé par le marquis Lion Bloom. Désespérément, Jerry a frappé sa tête contre le sol, suppliant pardon, demandant pour de la miséricorde. À ce moment-là, Pooh s'est tourné vers son fils Damiao, qui serait responsable de décider du destin de cet homme. Damiao, pour sa part, réfléchissait que tuer ce type n'était jamais entré dans ses plans, sinon il l'aurait déjà fait. Il savait qu'il pouvait gérer la maison Leon Bloom facilement, mais à cause de sa famille, il n'allait pas le faire. S'il renvoyait Jerick chez lui dans cet état, sans plus ni moins, il reviendrait sûrement plus puissant. Encore. Tout à coup, Agnès est apparue sur la scène, demandant ce qui se passait et ce qui s'était passé. Damien s'est dit qu'en réalité, cette femme pourrait se révéler très utile encore une fois. Alors, après avoir expliqué toute la situation à Agnès, elle a révélé qu'elle pouvait l'aider avec ce dilemme. Grâce à la famille Roxane, ils avaient enfin la clé pour trouver les mages noirs du rat. Ainsi, ils ont décidé de faire de la maison Roxane une alliée de l'ordre divin. Pooh a pensé que, en fait, ce serait une excellente nouvelle. Cela leur permettrait d'éviter de nombreux problèmes. Damien s'est alors excusé d'être aussi effronté, mais a demandé s'il pouvait demander un service. Au fond, il savait que c'était exactement ce qu'il désirait, la protection de l'église. Il a dit que ce n'était pas un problème, et Damien a demandé si tout le monde écoutait. Jerick devait retourner voir le marquis Lion Bloom et l'informer que la famille Roxane était désormais sous la protection de l'église, et que s'il tentait à nouveau d'user de la force, il devrait faire face à la colère divine. Damien a alors commenté que si tout était clair, il fallait se mettre en route. Ils sont donc partis en courant, tous écorchés, sans bras, sans jambes, dans une situation de désespoir total. Victor a dit qu'il pouvait enfin se détendre un peu, mais Pooh a souligné qu'il devait encore décider des prochaines étapes. Il convoquerait une réunion de famille et rassembla donc tout le monde, y compris Agnès, qui était prête à entendre ce qu'il avait à dire. Pooh a commencé par expliquer que le sujet du moment était la menace de la maison Leon Bloom et comment y faire face. La conversation a tourné autour de la manière de gérer le Faildo. Pooh, alors, Abel a demandé s'il n'avait pas reçu la protection de l'église afin de ne plus avoir à gérer le Faildo. Louis a fait remarquer qu'il ne pouvait pas compter entièrement sur l'église pour tout. Pooh était d'accord avec lui, reconnaissant qu'il avait raison. L'église ne s'implique pas dans les disputes entre nobles. De plus, la famille du marquis n'avait pas seulement un pouvoir militaire, elle contrôlait également les routes commerciales et pouvait écraser n'importe quelle famille noble. Pooh croyait qu'ils allaient certainement se venger d'une manière ou d'une autre, donc, réalistement, ils devaient avoir un plan B. Agnès, cependant, a dit qu'en réalité, ils avaient plus d'une option.
situation. Damião pourrait devenir un paladin. Damião a pensé que c'était encore une insistance et a de nouveau refusé cette proposition. Alors Pooh a écarté cette idée. Mais Abel s'est levé furieux et a demandé pourquoi son père acceptait cela aussi facilement. Si son frère devenait paladin, tout se résoudrait. Abel pensait qu'il devait devenir un lui-même. Damião a pensé que c'était facile à dire, n'est-ce pas, sale type. Abel a rappelé que Damião avait déjà causé beaucoup de problèmes au territoire. En fait, tout ça avait commencé à cause de lui. Il devait assumer ses responsabilités. Mais Pooh, avec son aura intimidante, a ordonné à Abel de s'asseoir. Il ne pouvait pas faire ce désordre devant la visite. Face à cela, Abel s'est assis en silence. Pooh a affirmé qu'en effet, Abel avait raison. C'était Damião qui avait causé tout ce conflit avec la famille du marquis, mais il n'était pas le seul responsable. Le deuxième fils du marquis avait aussi un œil sur Luisa. Même si Damião n'avait pas provoqué, ce maudit marquis ne les laisserait pas en paix. Les problèmes seraient inévitables, donc la situation devait être résolue d'une manière ou d'une autre. Pooh ferait tout pour protéger son fils, mais malheureusement à ce moment-là, il n'avait pas de pouvoir. Donc Damião devait prendre l'initiative. Il s'est alors levé en disant qu'il avait très bien réussi ces derniers jours. Luttant pour l'honneur de la famille Damião, il ne s'attendait pas à ce que son père dise cela. Il a répondu qu'il avait simplement fait ce qu'il fallait. Pooh a assuré qu'il s'occuperait désormais de tout et qu'il n'aurait plus à s'inquiéter. Mais tout à coup, le majordome de la famille est apparu avec un message. Il a informé qu'il y avait une personne de la famille Goldpix à la porte. Pooh a demandé ce que les Goldpix voulaient de lui et le majordome a répondu que le jeune maître avait emprunté de l'argent et qu'en réalité, il avait déjà dépassé le délai de paiement. Damião se souvint qu'il avait complètement oublié cela et fut très irrité contre son fils malheureux. Il a fait clairement comprendre que Damião devrait régler cela. Plus tard, Damião est donc allé rencontrer le créancier. C'était Orlan, le directeur de la succursale et du Dash Cash. Il a mentionné qu'il n'avait pas vu le jeune maître Damião depuis un certain temps et qu'il était venu pour parler du paiement. Damião se rappela qu'à l'époque, il avait été trompé par ce maudit. Il avait été séduit par l'argent facile et par le contrat. Il demanda combien il devait exactement. Orlan lui a dit qu'il avait emprunté 200 pièces, mais avec les intérêts, le total était monté à 300 pièces d'or. Damião, sous le choc, s'exclama « Quoi ?» Il se souvenait d'être si éloigné de l'événement qu'il ne se rappelait même pas avoir pris cet argent. Une chose était claire, il se trouverait dans une situation très compliquée. S'il payait, s'il dépensait tout l'argent, il deviendrait des mendiants et finirait dans la roue. Orlan rappela que si l'argent n'était pas payé aujourd'hui, la terre donnée en garantie lors de l'emprunt deviendrait la propriété du Dash Cash. Damião se demanda si ce n'était pas juste une formalité. Orlan affirma qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, car le duc Goldpix avait spécifiquement ordonné que toutes les dettes soient recouvrées, qu'elles soient dues par des nobles ou des roturiers. Si Damião avait compris, il devait apporter l'argent ou il ne pourrait pas payer. Damião admit qu'il ne pourrait pas rassembler l'argent. Orlan répondit qu'il comprenait. Tout d'abord, il n'aurait pas dû prendre l'emprunt, mais il devait quand même collecter le payment. Les gardes étaient prêts à s'en prendre à Damião et il savait déjà que cela arriverait s'il ne payait pas. Orlan, pour sa part, adorait voir les nobles arrogants se prosterner et se demandait comment le jeune maître au teint pâle réagirait à tout cela. Rien qu'à y penser, il se sentait déjà très heureux. Pendant ce temps, au sein de la famille, l'impatience grandissait. Merilda a demandé à Pooh de se détendre un peu, car à ce rythme, il allait percer le sol à force de marcher. Luisa a essayé de dire à Abel qu'il devait rester calme, tandis que Pooh se demandait comment il pouvait s'asseoir. La famille était au bord de la ruine. Abel se plaignait que son destin serait de vivre dans la rue. Comment pouvait-il rester calme? Merilda se souvint que Damião avait dit qu'il s'occuperait de tout. Alors, il ferait confiance au fils. Luisa a commenté que Damião se rachetait récemment. Pooh a dit qu'il était très bon à l'épée, mais la négociation et le combat étaient des sujets bien différents. Cependant, à ce moment-là, Damião avait décidé de passer à la violence. Il a frappé la tête du premier garde contre le sol et a plaisanté en disant que, malheureusement, sa main avait glissé, en ajoutant qu'il était sûr que son père lui donnerait une leçon. Quand le deuxième garde a tenté de l'attaquer, notre héros Damião a décidé d'utiliser à nouveau sa technique. Cette fois, il a tordu le bras du garde et l'a saisi par le cou avec une fermeté surprenante, précisant que les gardes avaient dégainé leurs épées contre un noble, donc c'était de la légitime défense. Pendant ce temps, Orlan était en état de choc en voyant son dernier garde tomber comme un sac de pommes de terre. Inconscient, Damião a remarqué que les jambes d'Orlan tremblaient, comme s'il était sur le point de faire une crise. Orlan était déjà soumis, perdant sa contenance. Damião a commenté que le problème était qu'il ne pouvait pas payer l'argent à ce moment-là. Orlan, déjà désolé, a répondu que tout était en ordre. Damião a demandé s'il souhaitait payer d'une autre manière. Le lendemain, Abel s'est senti triste pour la situation, regrettant d'avoir été contraint d'utiliser la violence pour faire justice, soulignant que c'était une situation compliquée et commentant que son frère partirait en long voyage, laissant le territoire vulnérable. Pooh a conclu qu'il n'avait pas eu d'autre choix que d'accepter la dure réalité, mais il était inquiet de savoir si cette méthode fonctionnerait vraiment. Agnès, de son côté, a déploré qu'il parte si bientôt. Damião s'est approché d'elle, la remerciant pour l'immense aide qu'il avait reçue. Agnès a informé que l'enquête était terminée et qu'elle prévoyait de rentrer le lendemain. Elle a béni son futur
futur voyage, lui souhaitant bonne chance. Puis elle s'est tournée vers Victor, lui demandant s'il pouvait repartir. Victor a confirmé que oui, les bagages étaient déjà dans la carriole. Une fois montée, Damien a remarqué qu'elle était assez spacieuse, une beauté en soi. Il a alors commenté que enfin le fou était arrivé et espérait que la carriole soit confortable. Damien, toujours avec son attitude désinvolte, a mentionné que si Simon avait été là, il lui aurait donné une friandise. Orlan a demandé ce qu'il voulait dire par là et Damien a demandé à Victor de démarrer la carriole. À partir de ce moment, Damien a commencé son voyage vers l'éduqué de Gold Peaks. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Victor a été impressionné par la mansion, qui ressemblait plus à un château. Comme prévu, c'était la mansion la plus riche du royaume. Enfin, voilà l'éduqué de Gold Peaks. Damien a remercié encore une fois Orlan, promettant qu'il n'oublierait pas ce qu'il avait fait pour lui. Orlan a informé qu'il avait déjà prévenu le duc et qu'il pouvait entrer par l'intérieur. Il pensait que ce maudit Damien était vraiment arrogant. Se sentant traité comme un chien pendant tout le voyage, il souhaita que ce type tombe des escaliers et se blesse. À ce moment-là, Damien dit à Victor qu'il reviendrait bientôt. Il fut accueilli directement par le duc Adam Goldpeaks. Adam demanda si Damien était le jeune maître de la famille pauvre des Jackson. Damien confirma, remerciant pour le rappel et réfléchissant que les nobles sont tous pareils. Le duc commenta qu'il avait entendu parler d'Orlan et qu'ils étaient à sa recherche, s'interrogeant sur la raison exacte de cette quête. Damien expliqua qu'il avait emprunté un peu d'argent à sa compagnie, soulignant que la date de remboursement approchait à une vitesse absurde. Bref, il était à court d'argent et voulait payer autrement. Damien proposait une victoire contre la famille Lionbloom. Le choc fut général, tout le monde resta bouche bée devant cette proposition inhabituelle. Le duc trouva cela hilarant. Gal Remerich, le commandant de la cavalerie de Gold Peaks, voulait savoir si c'était vraiment ce que Damien proposait. Damien pensait qu'il était impossible que quelqu'un dans ce royaume de la pomme n'ait pas entendu les rumeurs. Dernièrement, une mine d'or avait été découverte entre Lionbloom et Gold Peaks. Les deux familles rivales avaient déjà commencé à se préparer pour la bataille pour cette mine. Tout cela se passe lors d'un tournoi de duel où la tension ne cesse d'augmenter. La lutte pour l'or vient juste de s'intensifier. Notre héros sait déjà ce qui va se passer. Lionbloom va gagner. Il va écraser les Gold Peaks sans pitié. Juste après cela, Lionbloom commencera à accroître son pouvoir comme s'il n'y avait pas de lendemain. Et les Gold Peaks, mon ami, vont diminuer de la même manière. En résumé, s'il aide le duc Gold Peaks à remporter cette affaire, il en sortira gagnant. Nous réglons ses dettes, mais ce n'est pas tout. Il pourrait même mettre fin à la lignée des Lionbloom. Le duc demande alors s'il est vrai qu'il a décimé le deuxième fils de Lionbloom et écrasé leur commandant. Damien confirme, tout est vrai. Le duc Adam devient plus intéressé par la situation maintenant. En fait, il avait des difficultés à trouver un bon chevalier pour le duel. Damien se porte alors candidat parfait pour cette mission. Il n'existe pas d'autre chevalier de basse noblesse comme lui qui puisse défier les Lionbloom de cette façon. Adam demande s'il est en train de dire qu'il peut vraiment vaincre Michael Lionbloom, célèbre pour être le génie de cette génération. Damien répond que oui, bien sûr qu'il est impressionnant, mais il est bien plus que ça. Alors, un chevalier inquiet dit à son Altesse qu'il ne devrait pas croire ce que Damien avance. Des rumeurs comme ça tendent à être exagérées, et il ajoute que Dame Chelsea va revenir avec un autre candidat. Bien mieux que ça, le chevalier qui dit tout cela est Ernest. Il mentionne qu'il sait que la grande duchesse Chelsea est partie en long voyage et compte revenir avec un chevalier assez fort pour abattre Michael Lionbloom. Cela fait déjà 1 mois qu'elle est partie, donc elle devrait revenir bientôt. Il dit que pour cette raison, le duc Adam doit reconsidérer. Le duc admet que ses arguments ont du sens. Les chevaliers sont vraiment devenus très arrogants, se croyant au-dessus des autres. Damien se demande pourquoi ce gars à la tête de gobelin vient perturber ses plans. Le duc Adam demande à Damien ce qu'il devrait faire pour résoudre cette situation. Damien réfléchit que cela doit être un test. Il doit prouver de quoi il est capable par ses actions. Damien avertit tout le monde qu'ils commettent une grosse erreur. Il sait que c'est la clé pour vaincre les Lionbloom et affirme que la duchesse Chelsea n'est même pas comparable à lui. Ernest ne peut pas croire qu'il puisse dire une chose si ridicule. Damien défie alors Ernest, lui disant que s'il bloque son unique coup, il montrera sa véritable force. Eris demande si ce chevalier de bas étage ose réellement le défier. Il demande au duc s'il peut donner une leçon à ce misérable. Adam pense que c'est assez intéressant. Il est d'accord et autorise. Plus tard, les deux sont déjà prêts pour le duel. Victor demande ce qui se passe. Il n'est pas venu pour persuader le duc. Damien répond que persuader, c'est sa manière de faire. Victor pense que le jeune maître est en danger. Le commandant avertit Ken peut commencer. Mais la première chose Ken fait est de dire à Damien que s'il s'agenouille et demande pardon, il le pardonnera. Maintenant, Damien répond qu'il a sommeil et veut finir rapidement pour pouvoir dormir. Ernest pense qu'il supplie pour mourir. Il demande à Damien s'il va
va juste bloquer un coup, n'est-ce pas? Et ainsi, le duel est prêt à commencer. C'était le pari qui mettait tout en jeu. Il insiste pour leur dire de ne pas avoir de regrets plus tard. Alors, notre héros Damio commence à se demander s'il n'est pas allé trop loin dans la provocation. Pendant ce temps, Ernesto crie qu'il va écraser sa vilaine figure. Il concentre alors son aura au bout de sa lance, créant une arme mortelle. Cette attaque avance à une vitesse incroyable, presque comme un missile. Damio réfléchit que cela était attendu d'un chevalier de classe moyenne, mais se convainc que bloquer cela ne sera pas si difficile. Soudain, la lance change de trajectoire comme un vrai tour et heurte directement l'épée de Damião. Ernesto pense qu'il l'a déjà averti de ce qui allait se produire. La lance frappe Damião D. Mais Damião, fermement ancré dans sa position, se tourne vers le duc. Il suggère que le poste de représentant pourrait bien lui revenir maintenant. Ce n'est pas en étant serré dans les bras de Victor que le sang coule. Victor demande si le jeune maître va bien. Damião répond que cela fait mal. Le duc réalise qu'il a vraiment réussi à supporter le coup, et c'est impressionnant. Il commence à douter un peu, mais c'est vrai. Le duc considère maintenant Damião comme une précieuse gemme juste devant lui. Ainsi, il déclare que Damião a vraiment prouvé sa valeur. Comme promis, il sera le représentant des duels. Ernest tente de s'opposer, mais le duc répond que c'est déjà assez, il est de bonne humeur et ne veut pas gâcher cela. Confus, il demande ce qui diable s'est passé. Il est sûr d'avoir bien frappé. Les compétences d'Ernest n'étaient pas si mauvaises, mais Damião était meilleur. Celui-ci se rend compte qu'il est bien au-dessus de la classe moyenne, mais comme seuls les chevaliers de basse classe sont acceptés, il fait semblant d'être de bas niveau. Ainsi, il s'efforce de convaincre tout le monde. S'il n'avait pas utilisé son bouclier magique de la technique de culture à la dernière seconde, il aurait vraiment pu mourir. Le duc mentionne qu'il semble qu'il a subi quelques dommages internes et il ne peut pas ignorer cela. Alors, il utilise son anneau qui possède un super espace et sort un objet de l'intérieur. C'est un cadeau pour Damião. 5 pilules, dont 2 d'équilibre. Il mentionne qu'il a payé une grosse somme à l'école d'alchimie. Damião pense que ça va aussi augmenter ses capacités physiques et pense qu'il a de la chance. Le duc affirme que ses chevaliers utilisent cela pendant les entraînements. De plus, c'est excellent pour traiter les blessures internes. Damião remercie sincèrement pour ce cadeau. Le duc souhaite bien travailler avec lui. Damião promet de donner le meilleur de lui-même. Le lendemain, il confirme que l'élixir fonctionne vraiment bien, les blessures internes sont presque complètement guéries et il ressent déjà son corps plus fort. Comme c'était désespéré, la maison du duc possède d'excellentes armes disponibles pour l'entraînement. À partir d'aujourd'hui, il décide qu'il va s'entraîner ici jusqu'à ce qu'un petit bonhomme s'approche et demande s'il est Damião. Il ne répond pas et, sur le ton de la provocation, demande qui diable était ce type. Le chevalier qui s'est présenté comme Pavel Vermão a révélé qu'il était un chevalier de basse classe. De plus, il a présenté ses partenaires qui étaient des frères d'armes. Il a également mentionné que les 3 allaient participer au duel. Damião, curieux, a demandé s'ils allaient vraiment le faire. Pavel a confirmé que oui, et que le lendemain, ils iraient tous s'entraîner sur le terrain. Il a alors commenté qu'en raison de cela, ils ne seraient pas dans les parages et que c'était de la chance pour Damião, car s'ils avaient été là, ils auraient probablement eu affaire à lui. Pavel a ajouté que le duel contre les Lionblum était une question d'honneur pour la maison du duc. Il ne voulait pas que ses compétences médicales interfèrent, mais Damião a simplement ignoré tout cela. Il était curieux de voir à quoi ressemblèrent les chevaliers bien éduqués, mais il avait maintenant changé d'avis. Il n'était plus curieux et se rendait compte que leurs entraînements comportèrent des mouvements étranges. Pavel semblait plus concentré sur les techniques défensives, tandis que l'autre gars, dont il ne connaissait même pas le nom, se dévouait davantage aux techniques aériennes. Au moment suivant, Pavel se prit un coup sur le front, mais il considérait cela comme un blocage particulier. Les gens ont même commenté qu'il ne restait qu'un mois. S'il continuait comme ça, ils auraient d'excellents résultats. Un pour tous, tous pour un. Mais en réalité, ils étaient 3 complets idiots. Victor est apparu en demandant s'il y avait un problème. Damião pensait que la situation était très compliquée. Il a dit que ce duel était déjà perdu pour eux. Victor, surpris, a voulu savoir pourquoi ce changement soudain. Damião lâcha qu'ils étaient de complets idiots. Plus tard, le duc s'amusait et a déclaré que c'était trop pour la dignité de la haute classe. Il a aussi commenté que le commandant n'avait pas besoin d'être aussi poli. C'est alors qu'ils ont expliqué ce qui s'était passé la nuit précédente. Damião a clairement indiqué qu'il préférait s'entraîner seul, même si le duc faisait une offre. La proposition venait directement de Gál Aimeric, leur commandant. Le duc a complimenté Damião, disant qu'il était vraiment une personne impressionnante. Il a demandé ce que le commandant pensait de Damião. Geol a répondu qu'il était certainement un jeune homme extrêmement impressionnant. Il a utilisé le mana instantanément pour bloquer l'attaque de Howard. Ce n'était pas tout le monde qui pouvait faire cela. Puis le duc a posé des questions sur le duel. Il se demandait si Damião réussirait vraiment à vaincre les Lions Bleus. Le commandant a dit qu'il était difficile de l'affirmer à
ce moment-là. 3 duellistes allaient en participer. Pour gagner, il aurait besoin de 2 manches gagnées. Alors il ne suffirait pas seulement que Damio se débrouille bien. Le duc a convenu que c'était vrai, mais a dit qu'il avait confiance en ses chevaliers. Il était certain qu'ils s'en sortiraient bien et a ensuite demandé comment se passait l'entraînement. Le commandant a commenté que le 25 s'occupait du personnel. Il ne pensait pas qu'il devait trop s'inquiéter, mais Damio commençait à admettre que la situation était bien pire qu'il ne l'imaginait. Les gars n'étaient pas seulement stupides, mais avaient aussi une endurance ridicule. Ils n'avaient même pas de style et la détermination était zéro. Avec ce niveau de compétence, la raclée était assurée. Damiao a réalisé qu'il n'avait pas d'autre choix. Il a commenté qu'il ne savait pas quoi faire. Alors dans le désespoir, il a appelé ces 3 idiots en mettant des sacs de sable sur leurs bras et leurs jambes. Il a convoqué les autres pour un duel. Pablo a commencé à demander s'il voulait revoir ses compétences incroyables. Quel téméraire. Il a décidé de défier le premier, mais Damio a vite corrigé la compréhension de tous. Il veut que les 3 l'attaquent en même temps. Bien sûr, cela n'a fait qu'énerver les autres à cause de son arrogance. Sans hésiter, ils ont lâché leurs épées et ont commencé à échanger des coups. Mais Damio était d'un sang-froid qui semblait tout droit sorti d'un film. À l'instant suivant, Pablo se réveillait sans comprendre ce qui s'était passé. Les 2 autres étaient encore là, dans les vapes. Damien, avec un ton sarcastique, a dit que, comme il l'avait supposé, ils étaient pathétiques. Victor, inquiet, a demandé au jeune maître de ne plus faire ce genre de scène. Pendant ce temps, Pablo essayait de se rappeler de l'attaque et comment tout cela s'était déroulé. On lui a alors expliqué ce qui s'était passé 5 minutes auparavant. Oui, ils avaient été inconscients pendant 5 minutes. Les 3 ont attaqué simultanément et Damien, d'un mouvement agile, a esquivé le premier coup et d'un seul coup a mis KO les 2 premiers. Pablo a été le dernier à arriver. Il a attaqué avec tant de vitesse, mais a fini par recevoir un coup en plein visage. Son corps a complètement paralysé et il est resté hors de combat pendant 5 minutes. Il réfléchissait au fait que Damien avait facilement battu les 3. Quel genre de monstre est-ce? Pas une goutte de sueur n'a coulé de lui. Damien a demandé qui les entraînait pendant tout ce temps. Fabio a répondu que c'était le chevalier de niveau moyen, Vincenzo. Damien a sérieusement réfléchi à la situation. Quelqu'un du niveau de Vincenzo les a entraînés et regardez comment ils sont, si pathétiques. Il a pensé à suggérer de quitter ce entraînement immédiatement, mais a décidé de ne pas provoquer une autre scène. Alors Damien a proposé que, jusqu'au jour du duel, ils mettent en place un plan. Ils s'affronteraient tous les jours. Pablo a prévenu que si Vincenzo découvrait qu'il s'entraînait avec quelqu'un d'autre, ils allaient en prendre plein la figure. Damien a demandé calmement de ne pas s'inquiéter. Rien de ce qui leur arriverait ne laisserait de marque visible. En réalisant qu'il n'avait vraiment ni bleu, ni égratignure, rien du tout. Damien a commenté qu'il allait apprendre une technique bien spécifique, s'il comprenait. Il a expliqué qu'autrefois, il y avait un homme qui voyageait à travers tout le continent avec la mission de corriger les criminels. Il était connu comme le correcteur de caractère et sa méthode de correction était simple. Il commençait par frapper le prisonnier pendant 1 heure. Si cela ne fonctionnait pas, il doublait le temps de passage à tabac. On dit qu'il a même passé 512 heures à frapper quelqu'un sans s'arrêter, mais avec le temps, le correcteur a commencé à avoir pitié des criminals. Quand ils étaient couverts de sang, il se retrouvait à pleurer en frappant. Il ne voulait pas continuer de cette façon, alors il a développé une technique pour ne plus ressentir de pitié. Il a appelé cette technique la jaguar, la méthode qu'il a décidé d'utiliser en entraînant ces idiots. Le but était d'infliger sans laisser de marque extérieure. Notre héros Damien ironise sur la situation, se demandant à quel point ceux qui l'entourent sont exotiques, mais il rassure tout le monde en leur disant de ne pas s'inquiéter. Ils ont un mois entier avant le championnat de duel, et d'ici là, Damien est convaincu qu'il parviendra à transformer ces gars en véritables champions. Ainsi, le groupe décide de reprendre l'entraînement plus tard. Peu après, un messager arrive auprès de Damien avec un message important. Le duc est à sa recherche. La raison? La grande duchesse Chelsea est rentrée de son long voyage. Elle fait remarquer qu'il est temps qu'elle revoie son père. C'est Chelsea Goldpix qui est enfin de retour. Ernest se laisse échapper un soupir de soulagement, pensant qu'il est formidable qu'elle soit revenue saine et sauve. Le duc annonce alors qu'1 mois s'est écoulé depuis son départ et demande si elle a ramené avec elle le chevalier qui participera au duel. Chelsea confirme que oui, et le chevalier se tient juste derrière elle. Il se présente sous le nom de Gillian Blackwing, un nom qui porte le titre de la bête sauvage. Certaines personnes dans la salle le reconnaissent immédiatement et disent qu'il est le célèbre chevalier libre. Ils affirment qu'il a combattu dans une bataille féroce pour le clan Range et a défait tous les chevaliers médiocres à lui seul. Le duc est un peu impressionné. Il a entendu beaucoup de rumeurs à son sujet. On dit que Gillian est une véritable bête sur le champ de bataille et le duc a du mal à contenir son excitation.
Conversation. Chelsea mentionne que Gillian a prêté serment de loyauté envers lui et qu'il a accepté de participer au lien qui arrive. Il semble sans aucun doute plus que suffisant pour affronter Michael Lyon Bloom. La foule murmure que cela pourrait être vrai. Gillian est vraiment une force puissante. Le duc souligne que c'est une bonne nouvelle, bien que, d'un autre côté, cela lui cause également un peu de soucis, car il n'a toujours pas eu l'occasion de présenter son propre chevalier, qui serait Sir Damien Roque, le choisi pour vaincre le propre Michael Lyon Bloom. Cependant, Chelsea n'a déjà pas une bonne opinion à son égard. Elle demande à son père ce que cela signifie et insiste pour qu'il attende. Le duc rétorque qu'il n'a jamais dit qu'il voulait attendre. Chelsea soutient qu'elle peut changer le représentant si elle le souhaite. Le duc envisage cette possibilité et elle questionne si ce n'est pas une décision évidente. Elle n'a jamais entendu parler d'un certain Damio. Elle se montre indignée. Damio pense que c'est une chance de réaliser qu'elle est la fille du duc. Comme il l'avait présagé, c'est une gâtée. Chelsea lâche une dernière remarque et le duc affirme qu'il est naturel de préférer un Gillian à un inconnu. Damien reconnaît qui est ce type, mais le duc n'est pas d'accord avec cette affirmation. Dylan peut être célèbre, mais Damien a été assez fort pour arrêter une attaque d'Ernest. Chelsea critique, disant que ce n'est qu'une excuse de sa part pour ne pas admettre ses compétences. Elle affirme qu'il agit toujours de cette façon, tant avec elle qu'avec sa mère. Le duc lui demande de maîtriser ses paroles en présence des invités, et Chelsea s'excuse, car la fatigue du voyage semble vraiment lui perturber l'esprit. Alors, Damien réfléchit à la relation familiale compliquée entre eux deux et préfère rester à l'écart. Le duc l'informe que le représentant du duel sera choisi dès qu'il aura parlé à ses subordonnés. Puis, il demande que la discussion cesse et que tout le monde quitte immédiatement son bureau. À ce moment-là, Guilherme éclate de rire et se demande si cette conversation est vraiment sérieuse. Le commandant fait remarquer que le personnage en question est plutôt impoli. Guilherme rétorque alors qu'en fin de compte, le plus puissant doit être le représentant. Peu après, il lance un défi à Damio. Celui qui gagne prend la position. Chelsea se demande ce que fait Guilherme et lui demande de se taire. Cependant, le duc commente que techniquement, il n'a pas tort et demande ce que Damien en pense. Damien réfléchit qu'encore une fois, il est mis à l'épreuve et qu'il devra tôt ou tard faire face à cette situation. Il réalise qu'il va falloir montrer un peu de ses capacités et conclut que Guilherme a absolument raison. Le plus fort doit réellement être le représentant. Néanmoins, il croit qu'il y a un moyen de résoudre cela sans se battre. Il tente alors la main à Guilherme et propose une épreuve de force. Guilherme prévient qu'il ne s'engage pas à ce que son bras ne s'arrache pas. Damien commente qu'il est très brutal et plaisante en lui demandant de ne pas pleurer comme une chochotte quand il se fera disloquer l'épaule. Puis, Guilherme met toute sa force, mais une seconde plus tard, il se retrouve au sol. Damien l'a tout simplement renversé. Ernest souligne que, plus important que tout, Guilherme était un chevalier armé. Chelsea est intrigué par ce qui vient de se passer. Le commandant trouve cela incroyable. Il pense que Guilherme a clairement saisi la main de Damien le premier, mais Damien a néanmoins réussi à utiliser toute sa force contre Guilherme, utilisant non seulement sa force physique, mais aussi sa technique. Guilherme se demande comment il a l'audace de l'humilier de cette manière. Damien répond que c'était juste et qu'en réalité, il a presque tenu le coup. Guilherme, quant à lui, déclare que c'était une sentence de mort pour Damien. Ensuite, il sort ses deux grandes haches. Chelsea essaie même d'intervenir, mais c'est en vain. Il avance, promettant de faire de ce maudit des morceaux. Mais soudain, une grande pression fait que Gilmore se fige. C'était l'aura du commandant Jaol. Il demande comment Gilmore ose dégainer son arme devant le duc et s'il n'a pas de dernière parole. Damien réfléchit à l'effet impressionnant de cette aura, qui n'est pas quelque chose de commun. Elle est digne d'un chevalier de haute classe. Jaol déclare que quiconque respecte Chelsea laissera passer cette fois-ci, mais qu'à la prochaine, il ne laissera aucune chance. Enfin, Guilherme est libéré de la pression. Le duc observe qu'il y a eu un peu trop de tumulte dans cette salle, mais sur la base de ce qu'il a observé, Damien continuera d'être le représentant des duels. Cependant, Ernest argue que ce n'était pas un duel suffisamment juste. Notre héros réalise que Gilmore doit encore être en train de récupérer de ses voyages. Damien, de son côté, note qu'il avait un net avantage dans la situation. Il pense en lui-même qu'il est temps de se retrousser les manches à nouveau. Bientôt, il devient impossible d'évaluer son habileté au combat rapproché. Chelsea acquiesce, affirmant qu'elle a tout à fait raison. Le moyen le plus équitable de choisir le représentant serait par un duel officiel. Mais le duc intervient, demandant à sa fille de ne pas être si irrationnelle. Lorsque Chelsea réplique, le duc lui ordonne de cesser d'exposer son manque de compétences. Chelsea, à son tour, finit par admettre qu'elle a réellement dépassé les bornes. Il remarque que cela rend Ernest assez irrité, mais Damien décide d'intervenir, affirmant qu'il accepterait la proposition de Chelsea. Pourquoi pas? La réaction du duc à cette affirmation est plutôt passive. Peu après, notre héroïque Damien est dans les rues, accompagné de Victor. Victor s'interroge sur son choix d'accepter ce duel, puisqu'il n'était pas obligé de se mettre dans ce pétrin. Cela ne causerait aucun problème. Damien lève les yeux au ciel et commente qu'il a déjà mal à la tête rien qu'en l'entendant. Enfin, il trouve la boutique que le duc avait mentionnée. Ce duel, il l'avait décidé et le duc a dit qu'il ne l'en empêcherait pas. Cependant, l'épée de Damien était endommagée après son combat contre Hogwarts.
Hogwarts. C'est pourquoi il était là, à la forge indiquée par le duc. Il se dit que le duc semble être plutôt généreux avec lui. En entrant dans la boutique, Victor déclare qu'ils viennent au nom du duc. Goldpix, le forgeron, déjà au courant, les laisse entrer à leur guise. En voyant l'arsenal du forgeron, ce qu'il découvre était vraiment impressionnant. Victor commente que toutes ces armes semblent incroyables et Damiao confirme, disant qu'elles le sont vraiment, jusqu'à ce que leurs yeux se fixent sur une épée spécifique dans la vitrine. Le forgeron la met en avant, commentant qu'elle est vraiment unique. Elle avait été commandée par un chevalier de la famille du duc, mais n'a pas été achevée, car le chevalier est parti avant la finalisation de la commande. Curieux, il demande si... Sir, chevalier, j'avais fourni l'acier résonnant, confirma le forgeron, surpris par les connaissances du garçon. Notre héros pensa que la forme de l'épée ressemblait à son arme préférée, qui appartenait à un maître connu sous le nom de Maestro Damiao. Il décida qu'il garderait cette épée. Le forgeron lui demanda alors s'il voulait vraiment cette épée. Damiao répondit par l'affirmative, sachant que, contrairement à d'autres métaux rares qui amplifient la mana, l'acier résonnant répète et génère des ondes de résonance de mana. Il demanda si l'épée avait déjà un nom. Le forgeron répondit que oui. Le créateur de l'épée l'avait nommée. Elle s'appelait l'épée de 1000 lieues. Damiao décida alors de retourner chez le duc. À peine arrivé, quelqu'un s'approcha de lui demandant s'il avait trouvé une bonne arme. C'était une servante qui se présenta sous le nom de Rebecca, au service de Lady Chelsea. Rebecca lui informa que Lady Chelsea souhaitait lui parler, au cas où il ne serait pas trop occupé. Notre héros Damiao se demanda s'il y avait vraiment quelque chose à discuter avec Chelsea, doutant de cette possibilité. Rebecca, quant à elle, commenta que c'était toujours un mystère. Il soupçonna que Lady Chelsea avait quelques atouts dans sa manche et, qui sait, pourrait lui offrir quelque chose que Damiao voulait réellement. Damiao pensa que, d'une certaine manière, Chelsea jouait le jeu de la persuasion. Il décida que jouer son petit jeu serait la voie à suivre. Pour accueillir Damiao, Chelsea avait tout préparé avec soin. Rebecca mentionna que Chelsea l'attendait déjà à l'intérieur. En franchissant la porte, Damiao fut accueilli par cette odeur, disons, inoubliable. Chelsea, tenant une coupe de vin, commenta qu'il était un peu en retard. Elle n'hésita pas à l'inviter à entrer et, bien sûr, ce n'était pas une surprise qu'elle complotait quelque chose. Qui, en toute bonne conscience, penserait que Chelsea ne préparait pas quelque chose. Damiao, légèrement curieux, demanda pourquoi il avait été convoqué ici. Chelsea répondit avec un regard rusé qu'il était un homme impatient et suggéra qu'il pourrait peut-être discuter après le repas. Mais Damiao, dérangé, affirma qu'il n'aimait pas perdre de temps et la défia d'aller droit au but. Chelsea, ne se laissant pas intimider, révéla qu'elle avait un seul souhait. Elle exigeait que Damiao abandonne son poste de représentant. Damiao se demanda si elle n'avait pas confiance en la victoire de Gilmour dans un duel. Chelsea clarifia presque avec mépris que Damiao ne valait rien lorsque Gilmour brandirait sa hache, soulignant qu'elle voulait seulement préserver la force de Gilmour pour le duel programmé dans un mois, affirmant qu'il serait désastreux si l'un d'eux venait à être blessé. Damiao, réfléchissant, conclut que cela avait du sens, mais sa curiosité le poussa à demander quels avantages il aurait en acceptant sa demande. Chelsea lui assura que, s'il renonçait à son poste, il aurait pu offrir tout ce qu'il désirait. Une noble comme elle, aussi riche qu'elle l'était, avait accès à tout. Argent, gloire, tout était à sa portée. Damiao, sans cacher son mépris, trouvait la femme absolument arrogante. Chelsea a même commenté qu'il serait avantageux pour lui d'entretenir une bonne relation avec la future duchesse. Devant elle, il y avait un sablier qui mesurait le temps, et le temps était sur le point de s'écouler. Quand le temps fut écoulé, l'arôme s'intensifia encore davantage. La magie dans l'air poussa Chelsea à inciter Damiao à sortir de la voiture de représentant, mais Damiao resta ferme et déclara qu'il n'était pas disposé à le faire. Chelsea, complètement perplexe, se demanda pourquoi. Cela n'avait aucun sens. Damiao réalisa que Chelsea commençait à paniquer, car l'arôme de l'alurie ne semblait pas l'affecter. L'arôme de l'alurie, un type de magie noire, provoquait l'affection et l'attraction, étant souvent utilisé pour manipuler ceux qui y étaient exposés. Damiao, déjà familier avec la magie noire depuis sa vie précédente, reconnut l'arôme dès qu'il entra dans la pièce. Avec cette concentration, une personne devenait normalement esclave de l'autre en l'espace d'une heure, mais grâce au pouvoir de cupidité qu'il possédait, il absorba simplement tout comme si rien ne s'était passé. Alors, Damiao se leva et interrogea ce qui n'avait vraiment aucun sens. Chelsea demanda pourquoi il refusait, elle assura qu'elle pouvait lui donner tout ce qu'il désirait. Mais Damiao révisait sa posture et affirma qu'il ne voulait rien d'elle. Cependant, le bonheur qu'il souhaite pour sa famille est quelque chose qu'elle ne peut tout simplement pas lui procurer. Déconcertée, Chelsea lui demanda ce qui pouvait être si difficile à obtenir. Damiao, pour sa part, révéla que son plus grand désir
désir était le bonheur de sa famille. Sur ce, il se prépara à partir. Il demande à Chelsea de prévenir Guilherme de se préparer pour le duel à venir. Chelsea commande qu'il valorise vraiment sa famille, n'est-ce pas? Puis, elle suggère que cela pourrait être dit autrement. Elle affirme que, s'il ne quitte pas son poste de représentant, elle enverra quelqu'un écraser sa maudite petite maison. Face à cela, Damio perdit patience et se jeta sur elle, la saisissant par le cou. Presque à bout de souffle, Chelsea demanda comment il osait la toucher. Le protagoniste, déterminé, se prépare à faire ce qu'il faut. Quand les gardes entrent dans la pièce, il lâche immédiatement Chelsea et sort son poignard. Mais ce n'est pas pour tuer. Il veut juste effrayer tout le monde. Il ordonne qu'on prenne vite une potion pour ne pas mourir et tient à faire comprendre à Chelsea Gold que, tant qu'il est là, il se restreint à cause du duc, mais si elle dépasse les limites, il y aura des punitions. Il avertit que si elle attaque sa famille, elle verra les pires choses que ce monde peut offrir. Chelsea, complètement terrifiée, écoute ses paroles. Un moment plus tard, Rebecca arrive et demande si Chelsea va bien. Chelsea jure qu'elle va tuer cet homme, puis elle appelle Mustang et Fire et se demande pourquoi le sort de magie noire n'a pas fonctionné sur ce garçon. Mustang, confuse, admet qu'il n'en sait pas trop. Peut-être qu'il a une grande résistance à la magie noire. En colère, Chelsea a déjà brisé les lunettes de Mustang et demande où est Gilmar. Mustang répond qu'il doit être dans une taverne, en train de se reposer après son voyage. Il doit déjà être en train de se détendre et de prendre quelque chose à boire. Chelsea s'interroge sur le fait qu'il pourrait être en train de boire avant le duel et demande à Mustang s'il croit vraiment que Gilmar va battre Damio. Mustang ferme, répond que oui, il va gagner. C'est la fierté de la Yura. Il n'a jamais vu un chevalier aussi bien doté d'une gemme noire que Gilmar et demande bientôt qu'on fasse preuve de patience, car ceux de la Yura sont de son côté. Chelsea prévient qu'il vaut mieux qu'il tienne cette promesse, sinon il sera le premier à mourir. Pendant ce temps, Damiao écoute chaque mot de la conversation et ainsi se termine un nouveau chapitre de cette œuvre. Les amis, j'espère que vous avez apprécié. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide énormément.